Activé. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous. Tac. Et je coupe le son de la musique. Et je me suis trompé. Non, si, c'est juste qu'il y a la musique encore en double. Bonsoir à tous, désolé du petit retard les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette émission numéro 4 de Job eSport, le retour après 6 mois de pause. J'avais plus d'invités. Voilà, je vais être honnête. Non, en vrai, il y avait des LAN, il y a plein de trucs à faire. Oui, il y aura la rediff sur YouTube. Il y aura la rediff sur YouTube, sur Spotify, comme d'habitude. Je rappelle rapidement le concept de l'émission, évidemment, on reçoit une personne, j'essaye toutes les semaines. Ah, mais en fait, ta cam est tellement grande que je dois la cropper. J'avais pas vu. Je reçois une personne toutes les semaines du domaine de l'e-sport qui travaille dans le milieu le plus possible à temps plein pour nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait, son métier, son parcours, comment elle en est arrivée à ces activités-là, parce que c'est un milieu qui fait rêver beaucoup de gens, mais dont on n'a pas forcément la réelle vision de comment on atteint finalement le milieu professionnel de l'e-sport. Et donc voilà un peu le concept de l'émission. Aujourd'hui, on reçoit Suriplay qui est e-sport activation and specialist and influence manager chez Team Vitality, mais tout aussi commentateur Overwatch et ambassadeur chez Altered Trading Card Game. Bienvenue à toi Suri, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va super avec un un magnifique titre qui, carrément ne rentre même pas dans le cadre, hein. Ah, Littéralement c'était... À la base, il y avait écrit Caster Overwatch et tout, je l'ai enlevé parce que ça passait pas les gars. Ça passait pas les potes, hein. et le joke en plus, c'est littéralement ça mon titre, titre de job, hein, c'est vraiment ça. Mais tu vas pouvoir nous expliquer ce que c'est parce que bon, la première question c'est pourquoi il y a autant d'infos dans le titre du stream. Voilà. Tu fais chier. Côté, Non, rien n'est mais OK après. c'est un emploi fictif sans doute. Non, quand même pas pour le coup. Mais voilà. Bon, très content de te recevoir, mon cher Sui. On s'était rencontrés du coup dans l'émission de ONU à la base dans Freeplay. Bah, du coup, je vais te laisser te présenter, donc nous parler un petit peu de ton activité dans le milieu de l'e-sport. Eh ben écoute, enchanté, je m'appelle Teus, non, je m'appelle Suriplay, et je suis, donc e-sport activation spécialiste et influence manager chez Vitality. On peut le dire très vite, mais il y a beaucoup d'informations. En gros, partez du principe, je suis comme un team manager avec, les joueurs et cetera, mais pour des activations. Qu'est-ce que c'est une activation? C'est quand on dit: «J'ai besoin de tel joueur pour faire tel truc». C'est aussi simple que ça et en gros, je fais le relais entre les différentes divisions qui ont des besoins de joueurs à droite à gauche et les team managers pour coordonner tout ce joyeux bordel. Et en plus de ça, bah, je gère les ambassadeurs. Un peu sur le même principe, mais aussi sur la partie opérationnelle tous les jours, sur la stratégie, et cetera. Même si, voilà, c'est plus de l'opérationnel où je coordonne un peu tout ce schmilblick. Et à côté de ça, eh ben, je suis aussi, commentateur Overwatch et commentateur Altered. Donc sur des FPS et sur des jeux de cartes, vous l'aurez compris. Ok, et donc du coup tu travailles aussi, bah, je suppose, avec des personnes comme Fury, sans doute que ma communauté connaît un peu plus, mais ok, donc quand tu parles justement de l'activation et de la mise en place, c'est en fait de mettre en lien, par exemple, t'as ton service com de Vitality qui te dit, voilà, on aurait besoin de Zen pour faire une séance photo, c'est toi qui vas mettre en place ce lien-là, c'est ça? En gros. Exactement. Faire le Ok. relais, je vais leur dire: «OK, je peux aller chercher un zen, tiens, il est dispo tel jour. Ah non, là ça marche pas. OK, on a besoin de lui à telle heure» et cetera et en gros, c'est moi qui fais les allers-retours. Ok, ok. Et est-ce que, du coup, on va pouvoir commencer les questions. Est-ce qu'aujourd'hui, ton poste au sein de la structure est un poste qui est essentiel à ce bon fonctionnement? Est-ce que c'est quelque chose, tu penses, c'est un poste qui doit se généraliser un petit peu dans d'autres structures e-sport? Ou est-ce que même il est peut-être déjà généralisé? Alors j'ai aucune idée, vraiment dans les autres structures, s'il y a un e-sport activation spécialiste en tant que tel. Je sais que c'est, quelque chose qui est pas forcément, toutes les structures vont avoir ce genre de poste. Pour la partie ambassadeur, bon, c'est comme, influence manager, hein, donc ça, c'est quelque chose qui peut soit être attaché au service com, Mhm. donc soit ça va être la com qui va faire ça, soit ça va être justement une personne dédiée, influence manager. Ça, c'est quelque chose qui est un peu plus classique dans différentes boîtes. L'e-sport activation specialist, je pense que c'est assez propre à Vitality où, tu as en gros, un chef de projet, quoi. C'est un peu Ok. ça où, je vais m'assurer de coordonner, de mettre en place des process et cetera pour faciliter parce qu'il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup d'activations, il y a beaucoup de bazar, hein, qui peut arriver quand tu as énormément de choses et je pense pas que ce soit c'est pas le job prioritaire, dans une structure. Tu peux Ok. dire à quelqu'un dans une structure où ils ont pas forcément, les moyens, et cetera, de: «OK, on va aller directement au team manager».
Ok. Généralement, quelque part, c'est un soutien pour le team manager, comme ça, il n'a pas à gérer tout Il n'y a pas à ce gérer cette bordel. partie-là. Ok, mais Non. c'était un peu la question. C'était du coup, t'es un emploi de transition en fait pour éviter décharger une partie des missions, notamment sur cette activation-là, ce qui est en soi plutôt une bonne chose, je pense, puisque bah, en fait, quand tu vois aujourd'hui l'impact qu'a Vitality dans le monde et que le fait que beaucoup de joueurs soient centralisés ici en France et en Europe, c'est quand même plutôt impactant. Et du coup, comme aujourd'hui t'es commentateur à côté, etc., t'es sur un poste à temps plein aujourd'hui au sein de Vitality? Je suis effectivement sur un temps plein avec Vitality, donc j'ai moins le temps et c'est pour ça aussi qu'on me voit moins caster souvent du Overwatch, parce que forcément, c'est CDI, c'est un temps plein Je croyais traditionnel que c'est et parce que Overwatch était un dead game, mais my bad. oh le salaud! Le Non, salaud! non, je rigole. Venant de Non, Rocket League de base, je ne peux pas tirer sur l'ambulance. j'avoue, Euh, mais voilà. j'avoue, hein? Mais du coup, t'es en CDI chez Vita. T'es pas en mode prestation de service. T'es vraiment contractualisé chez Vita comme salarié, du coup. C'est ça, exactement. Ok. Très bien. Parce qu'en plus, tu vois, c'est une question que je me suis posée récemment, mais tu vois, il y a eu le fameux gros carnage Carmine, là, il y a 2 jours. Et il y a eu le Ouais. fameux le salaire de Arthur qui a leak. Mhm. Et je m'étais même posé la question, est-ce que c'était possible que, majoritairement dans l'e-sport, on ait le moins de CDI possible, dû à l'aspérité un petit peu et la frivolité, pardon, de l'économie du milieu. Et en fait, non, visiblement, ça va, en fait. Il y en a quand même beaucoup de gens qui sont CDIsés dans le domaine, donc c'est plutôt une bonne chose. Et donc, du coup, je suppose que tes activités d'ambassadeur et commentateur chez Althred et de commentateur Overwatch, c'est plus maintenant du bonus personnel pour le kiff et continuer de te développer un peu dans l'environnement, quoi. C'est exactement ça. Pour le coup, Caster Overwatch, c'est ce que j'ai fait pendant des années, parce qu'avant, Vitality, bah, je faisais pas mal de choses, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Oui. Et pour le coup, le Cast Overwatch est resté toujours en place, au fil des ans et j'avais pas envie de le lâcher en venant, Ok. chez Vitality, mais il fallait bien qu'au bout d'un moment, bah, avec l'arrêt du cast français parce que simplement, bah, il y avait plus Blizzard qui soutenait le cast français, bah, il fallait bien que je me tourne vers un emploi traditionnel. Le changement s'est fait vraiment dans un timing absolument au hasard et complètement avec de la chance. Mais tu me dis d'ailleurs si tu veux que j'en parle dès maintenant, mais ça a été un timing et heureux hasard. Et finalement, bah, j'ai ratterri dans l'e-sport et maintenant sur ce poste-là. Bah justement, c'est la deuxième question, c'est comment Vita t'a recruté, comment t'en es arrivé à ce poste-là. J'avais vu que t'avais travaillé chez Casternest et que t'as travaillé quand même dans beaucoup d'environnements. Est-ce que aujourd'hui dans l'e-sport, ce qui a fait que t'as été recruté, c'est le fait que t'étais un peu connu, ou c'est parce qu'on a déterminé quand même dans un process de recrutement classique que t'avais les compétences requises pour ce poste-là? Alors, c'est absolument pas parce que je suis connu ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai tendance à dire que je ne suis pas connu parce que j'ai pas forcément beaucoup de followers ou ce genre de choses. Donc, On est ensemble, mon il y a frère. rien plutôt. Voilà, quoi. Et pour le coup, ça a été un process de recrutement tout à fait classique. En fait, je venais de stopper le casse Valorant. Pour moi, le stream, on commençait à arriver à la toute fin, etc. On savait que bah, ça allait pas tarder à s'arrêter. Et en fait, dans ce laps de temps, sur LinkedIn, j'ai un cabinet de recrutement qui m'a contacté, qui m'a dit bah, écoutez, on a vu votre page LinkedIn, on pense que cette offre pourrait vous convenir. Et je regarde l'offre, je vois marqué Team Vitality. Je suis là, pardon. Incroyable. Incroyable. Et pour un truc e-sport activation spécialiste, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais entendu ce nom quelque part, quoi que ce soit, etc. Et je me dis, bah carrément, en plus c'est dans l'e-sport, ça a l'air d'être plus tourné marketing, surtout que j'ai une formation de marketing, j'ai fait un master en web marketing. Donc je me Mhm. dis, bon bah parfait, l'e-sport je suis dedans et j'ai ma formation éducation qui est orientée là-dessus. C'est l'occasion de s'investir dans la partie marketing de l'e-sport et là-dessus. Je creuse, passe un premier entretien avec ce qui sera mon futur boss. Ça se passe très bien, etc. On parle de mes expériences, etc. Deuxième entretien aussi avec la partie e-sport, donc forcément, vu que je fais le lien entre les deux. Et ensuite, bah, je reçois une proposition de contrat à durée déterminée, et c'est ainsi que ça a commencé. Directement en CDI, pas de passage en CDD en préalable, etc. Directement une propale de CDI. Directement en CDI Ok. et donc avec période d'essai, le classique. Mais du coup, ce qui a fait ton recrutement, du coup, ça a vraiment été cette mixité que tu as eue entre à la fois tes études en marketing, mais aussi ton expérience dans l'e-sport.
du coup. C'est ça. En fait, vu que dans l'e-sport, j'avais, la formation, marketing, j'avais dans l'e-sport, pas mal d'expérience un peu sur plein de postes, tu vois? Donc, aussi bien devant la caméra que derrière la caméra et avec, des compétences rédactionnelles, avec, ce genre d'adaptabilité aussi, parce que quand tu arrives et que tu dis, «OK, j'ai fait ça, 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 ça en freelance» et tu dis, «Bon, bah, le mec, potentiellement, il a l'habitude de se mettre dans différents environnements et d'être, assez agile et de se démerder et c'est justement ce qu'il faut pour un poste, comme e-sport activation spécialiste. Donc j'ai finalement par un peu cette compétence, j'ai pu être sélectionné. T'es vraiment le type de profil que moi j'apprécie dans l'e-sport parce que pour moi c'est c'est comme ça que ça marche dans l'e-sport. C'est comme ça en tout cas que je le perçois. C'est un mix de compétences en ayant une passion d'e-sport qui va t'amener à travailler dans le domaine. Euh, je pense que ça reste quand même toujours un milieu qui est très opaque et très difficile d'accès, on va pas se leurrer. Ça reste difficile d'intégrer le domaine sportif, mais je pense que oui, en effet, il y a ce truc. Coder nous avait donné un très bon exemple de j'ai été journaliste, je m'intéressais à l'e-sport, j'ai eu l'occasion de commenter un peu d'e-sport, et en fait, j'ai pu me servir de ma carte de presse pour faire des choses pour l'e-sport, et donc ça m'a débloqué des situations. Donc c'était. Ok, je trouve ça assez pertinent en fait cette partie-là. Et donc du coup, autre question, tu travailles seul sur ce poste chez Vita? Alors techniquement, je suis seul, Oui, mais tu travailles avec tout le monde. mais c'est ça, je travaille Oui, avec, oui, mais absolument t'es tout tout le monde. seul, t'es le seul e-sport activation spécialiste de Team Vitality. C'est ça. Alors sur Ok, l'influence, je suis quand même avec, une deuxième personne, ok, mais c'est plus support et moi qui est en moteur principal. ok, très bien. Ok, et comment du coup, de base, parce que t'as fait une formation de marketing au départ, t'es entré dans l'e-sport, parce que Casternest notamment, j'avais pu recevoir à l'époque une commentatrice qui était chez eux, il y a eu Hammerkick aussi je crois qui est sorti de chez Casternest. Oui. Ça a été une maison un petit peu pour beaucoup de commentateurs. Est-ce que t'es arrivé directement chez eux, mais qu'est-ce qui toi dans ta vie t'as dit tiens l'e-sport c'est un truc que je peux kiffer? Alors c'est un truc que je regardais un peu vaguement, tu vois, à l'époque, tu vois? C'était lycée et cetera, où je regardais de temps en temps de l'e-sport CS, un peu à distance, mais je jouais plus davantage, où Hmm. je jouais à CS souvent avec les potes et ce genre de choses. Et en fait, c'est arrivé avec, Overwatch, tout simplement. Durant mes études, là, en 2016, je suis arrivé, je découvre un jeu via les vidéos d'AlphaCast et je tombe complètement amoureux du jeu. J'avais jamais eu un coup de foudre aussi fort pour un jeu parce que, littéralement, je regarde une vidéo d'AlphaCast pour découvrir c'est quoi ce truc et je n'ai pas encore testé le jeu que j'ai déjà un gros intérêt pour le jeu. Et je me dis, «Putain, moi j'aime bien écrire». J'avais déjà fait, tu vois, des petits projets d'écriture, autour du jeu vidéo notamment, et ce genre de choses et j'étais, un fan de jeux vidéo de base et je me suis dit: «Bah, tiens, je vais écrire des articles, de manière bénévole pour ESL France». Ils recherchaient des rédacteurs à Ok, l'époque pour Overwatch et je m'étais dit: «Bah, vas-y, j'ai envie d'écrire, sur le jeu, je vais couvrir le jeu». Et je commence par ça. Donc j'écris des articles pour ESL France à l'époque. Il y a de l'activité côté ESL avec les Go for Overwatch, ce genre de choses. Et à un moment donné, je me dis, bon, la rédaction, on a un peu fait le tour. En plus, bon, on n'a pas vraiment, il n'y a pas vraiment de changement. ESL France, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire d'autre. Les articles sont pas forcément mis en avant. Donc on se dit avec un autre rédacteur bénévole qui est arrivé après moi, viens, on va se lancer dans un format de news. On va se lancer sur YouTube, on va, commencer à faire les news et ce qu'on faisait en fait chez ESL France, mais en version vidéo. Et c'est là où on lance la chaîne WatchLab, qui est en gros un récap de news, sur Overwatch chaque semaine qu'on faisait et qu'on s'était dit: «Vas-y, on fait ça ensemble». Donc on commence à le développer et au bout d'un moment, il y a un jour une proposition qui arrive, une personne qui cherche des commentateurs pour un tournoi, qui va se passer à Grenoble et ok, on dit: «Bon, bah, écoute, ouais, franchement, ça peut être cool». Quelques mois plus tôt, on l'avait casté une fois, c'était avec, une structure qu'on connaissait bien, qui était très sympathique avec nous et qui s'appelait Nidog, qui avait dit, un soir: «Bah, écoutez les gars, on fait une petite soirée où, c'est l'équipe A contre l'équipe B, si vous voulez venir commenter, ça peut hésitez être cool et pas, tout. ça peut être cool». Et je me dis: «Ah ouais, carrément, vas-y, je vais tester» et en fait, c'est là où j'ai commencé à me dire:
putain, j'ai bien envie de faire ça en fait. Tu vois, de Mmh. donner un peu des émotions aux gens, de transmettre ça et de donner de l'énergie un peu, de la voix. Il y a le tournoi sur Grenoble qui arrive et la proposition. Nous, on se dit: «Bon, c'est bien beau, on est quand même une chaîne, YouTube qui est centrée sur les news, on n'est pas forcément commentateur», tu vois? Donc on se dit: Ouais. «OK, on va pas pouvoir faire tous les matchs, mais on connaît Caster's Nest», parce que forcément on était sur la scène, donc on voit un peu Les acteurs les différents et joueurs. et les groupements, ouais. C'est ça, et on se dit: «Bah, il y a Caster's Nest, les gars, OK, on est chaud, mais on va demander à Caster's Nest qui vont pouvoir caster aussi et qui vont aussi assurer une partie des matchs que nous, on ne peut pas assurer». Donc comme ça, on se dit: «Bah, ça Il y a bénéficie à tout une le monde», et après, vient le tournoi, on fait le tournoi, on commente et cetera, et c'est Caster's Nest qui nous dit: «Bah, ça vous dirait pas de nous rejoindre?» Et bah, voilà, je suis arrivé chez Caster's Nest, j'ai fait mes armes, à coups de casse dans tous les sens, et justement des retours où c'était, très formateur parce que c'était vraiment, une sorte d'école du cast, tu vois? Où, ouais, il y avait, beaucoup de feedback possible. Il y avait des gens, super compétents, à l'image, Amerki qui était déjà là, il y avait Atao qui était, aussi, commentateur Overwatch, Contenders à un moment donné, qui est maintenant sorti de la scène Overwatch et qui est passé, prof d'histoire, mais qui était d'une rigueur, académique, et qui était vraiment, une personne qui nous a énormément aidé dans nos castes parce qu'il nous faisait des pavelards de retours et de feedback quand tu lui en demandais, et c'était, magnifique pour, s'entraîner à caster, faire et aussi avoir des retours comme ça, et donc c'est comme ça que je suis arrivé progressivement à faire du cast. OK. OK, ouais, donc c'est vraiment Overwatch qui t'a mis le pied à l'étrier dès le départ et Totalement. tu t'es, et comment du coup, sans mettre les pieds dans le plat, mais comment du coup, t'es arrivé au cast officiel et potentiellement pas d'autres, tu vois? Est-ce que c'est partout pareil et c'est un peu mélange de compétences et on est copains et on se connaît et voilà? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte? Parce que moi, si je dois donner mon POV, je sais Mmh. que, par exemple, OTP ont une vision très rigoureuse du recrutement Ouais. et qui est hyper carré, je trouve, parce que on n'a pas ce profil, on en a besoin. T'as beau être très bon, si tu n'es pas ce profil, c'est pas grave, parce qu'on l'a déjà, tu vois. Ouais. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'autres où c'est, ouais, on est potes, on se connaît, viens, on kiffe ensemble, et let's go. Bah, on a fait un duo assez vite avec, Hammer, où ça marchait bien entre nous et on avait un peu notre duo, habituel, et au final, on voyait les contenders. Alors, on arrivait dans un créneau qui a été un peu, une sorte d'échange. C'est-à-dire que, au début, Blizzard supportait les contenders, donc qui Ok, était la scène tier 2 à l'époque. C'est ouais, comme si tu avais ta Ligue 2, et cetera, et les contenders étaient très soutenus par Blizzard, et il y avait un CAS français pour les contenders. Et donc, il y avait ok, ce casque qui était en parallèle, qui était en place. Nous, on commentait, en dessous, donc Open Division, qui était notre national. On commentait ça et on commentait un peu les petits tournois à droite à gauche. Et en fait, au fur et à mesure des années, pendant que moi et Hammer, on s'entraînait à fond, etc., le soutien pour les contenders s'est réduit au fur et à mesure pour devenir complètement bénévole. C'est-à-dire ok, qu'il n'y avait plus de casse français qui étaient rémunérés pour ça. C'était complètement bénévole. Et il s'avère que, bon, bah, Caster's Nest, on s'est dit: «Bah, on a la possibilité de caster les contenders. Pour nous, ça ferait une super expérience. On va on y caster va. les contenders», et donc on a commencé à caster les contenders, on a continué à faire nos armes, et en fait, c'est au bout d'un moment où, on voit l'Overwatch League, on voit, comment ça se passe, et cetera, et Hammer et moi, on décide de postuler tout simplement auprès de la personne, qui était à l'époque, en charge, la personne, qu'on connaissait comme point de contact, c'était Az. On décide de postuler, donc d'arriver, de dire: «Bah, écoutez, voilà ce qu'on a fait sur Overwatch, on a casté tous ces trucs-là, et on veut candidater». Donc à l'époque, bah, pas de souci, pour le coup, Az, il nous a dit: «OK, je vous testerai. Je vous testerai à un moment donné quand j'aurai de la place, quand tu auras, besoin d'un remplacement, par exemple». Et ça a été ça. Un soir, donc il m'envoie un message: «OK, j'ai besoin de monde sur, ces jours-là, et cetera, parce que je manque de monde, et ça va être l'occasion de faire un test». Et en fait, tu fais le test, Ça c'était, se passe bien, ouais. ça se passe bien, et cetera. Ils prennent un peu le feeling avec l'équipe, comment ça se passe, comment toi tu arrives, est-ce que, justement ils évaluent ta capacité de cast, donc avec, des personnes qui sont très compétentes, autour de toi, qui vont te faire des feedbacks, qui vont, t'aiguiller et voir aussi ton engagement, ce que tu peux apporter au cast, et cetera. Et au final, ça va être ça. On va finalement, pas
être intronisé commentateur directement dans l'équipe, etc. Mais on va être les petits loupiaux nouveaux qui arrivent progressivement dans le cast et qui vont pas forcément être prioritaires sur les casts, mais qui sont là. Ils sont dispo, etc. Et au fur et à mesure, ça a été ça. Ça s'est couplé encore une fois par un nouveau chassé-croisé au fur et à mesure on était dans ce groupe-là. Blizzard réduisait les soutiens pour le cast français. Et au final, on s'est retrouvé un peu aussi dans ce groupe où c'était tout le monde ensemble et on essayait de trouver des solutions pour le cast Mmh. français. Et au final, chacun ça a été un collectif, quoi, tu vois, qui s'est pas tiré dans les pieds du tout quand Ouais, qui des s'est, fois qu'on venait à soutenu, manquer. entraidé. Exactement. Et c'est comme ça que on est arrivé avec ce petit groupe là qui est toujours là aujourd'hui et qui continue de caster. Oui, ça a encore plus cimenté, entre guillemets, les conditions. Ça me fait un peu penser, l'impression que j'en ai au fonctionnement de CND chez un PV qui a l'air un peu de fonctionner comme ça aussi sur CS. En mode, bon, vas-y, viens, on va te tester, on va voir comment ça marche. Et je trouve ça vraiment bien. Ok, ok, ok. Justement, tu parlais tout à l'heure de ton métier de rédacteur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est un métier un peu porte d'entrée? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. Draco avait fait ça notamment sur League of Legends. Il fait ça pour Ouais. Eclipsia, je crois. Il y a The Great Review aussi qui en avait parlé, qui faisait ça pour jeuxvideo.com. Vous le Est-ce connaissez que bien, lui. finalement, c'est encore aujourd'hui rédacteur un truc à faire? Ou est-ce que globalement, finalement, c'est pas juste de faire du bénévolat et de faire des trucs qui est une bonne porte d'entrée dans l'e-sport? Je pense que c'est faire du bénévolat et faire des trucs. Ok. C'est vraiment ça qui est intéressant parce que pour quelqu'un, ça peut être rédacteur. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être chef d'édition. Pour d'autres, par exemple, tu vois, chez Casternest, on a des personnes qui ont fait de la production et de l'ops et qui maintenant travaillent sur véritables productions, font de l'opsing aussi pour de l'e-sport et tu vois, ils ont bossé pour la Div 2 ou ils ont bossé pour parfois la LFL ou ce genre de choses et ils se retrouvent en production, etc. Donc je pense que c'est avant tout de faire des choses bénévoles, forcément, parce qu'au début on commence comme ça et c'est toujours plus facile de faire des choses bénévoles Ouais. que de faire des choses payées, hein. Ça, c'est aussi la mécanique de l'e-sport, ça on connaît bien. On connaît, on Mais connaît. voilà, mais en plus, c'est un truc qui permet de montrer que déjà tu es là, tu fais des choses, tu es capable de développer quelque chose, de manière autonome. En fait, c'est comme une sorte de CV que tu te construis au fur et à Hmm. mesure. Alors les expériences vont pas être game changer, hein. Si je dis, «J'ai été rédacteur bénévole» et cetera, c'est peut-être pas ça qui va, m'amener, super loin et Mais c'est cetera, sans doute mais ça qui t'a amené à devenir commentateur, etc. Tu vois, exactement. c'est des expériences en enchaînant d'autres, oui, en effet. Je pense que... Exactement. Si en fait, c'est le principe, à la base, où tu te dis, «Si je fais rien, il va rien se passer. Si je fais quelque chose, il y a peut-être une chance que il y ait des portes qui s'ouvrent, je rencontre des gens, il y a des expériences qui se fassent, il y a une opportunité là, ah tiens, il manquait une personne, c'est toi qu'on a appelé» et c'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est universel, tu vois? C'est en absolument tous les domaines. Ok. Et est-ce que tu penses que, justement, dans cette réflexion-là, alors tu disais que c'est un cabinet de recrutement, justement, qui t'a contacté tout à l'heure, mais tu avais déjà potentiellement du réseau un petit peu dans le milieu. Est-ce que, du coup, ça a aidé, ça, potentiellement, au vu de ton poste, dans l'activation, justement, pré-joueur, etc. Est-ce que le fait que toi, tu peux avoir des relations privilégiées avec certains gros acteurs, c'est quelque chose qui peut être avantageux pour ce type de poste? Je pense que, pour le poste sur lequel j'ai été recruté, je pense pas qu'il y ait eu d'impact. Je Mhm. pense, simplement, on s'est dit: «Le mec, il a fait plein de trucs, il est autonome, il est organisé, il est en capacité de s'insérer dans des collectifs, dans des groupes et cetera, et de bien s'en sortir et il a potentiellement eu le contact avec des joueurs, et cetera. Donc il connaît un peu, le milieu et aussi comment, ça fonctionne de l'intérieur». Ça paraît être un good fit. Sur, la partie influence, là par contre, ça peut être, intéressant parce que, ça te fournit des idées. Ouais. C'est en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que, je suis arrivé en tant qu'e-sport activation spécialiste chez Vita et en fait 2 mois plus tard, il y avait la personne qui gérait la partie ambassadeur et qui gérait à l'époque, la petite web TV qu'on avait, qui était sur le départ. Donc qui avait posé sa démission et qui partait, je suis arrivé en juillet, il partait début octobre et en fait, on m'a demandé: «Bah, écoute, pour les ambassadeurs, c'est assez similaire finalement avec ce que tu fais avec les joueurs. Est-ce Mhm. que tu peux, récupérer ça, au moins le temps qu'on trouve une autre personne?»
J'avais dit oui, pas de souci. Et au final, bah, il s'avère que ils ont pas trouvé de leur côté. Ils se sont dit bon, le mec il fait quand même du bon boulot. Vas-y, est-ce que tu es ok pour continuer avec Pour ça? faire les deux et C'est ça. Et je suis parti là-dedans. Et là, sur l'influence manager, je le vois un peu plus aujourd'hui. Parce que forcément, je n'avais jamais fait influence manager, mais je connaissais le milieu de l'influence vu que j'en faisais partie. J'avais bossé en tant que talent, chroniqueur, etc. Là aussi, ils se sont dit, le mec connaît la problématique, connaît ce milieu-là, il sait comment ça se passe, donc il est potentiellement le plus apte chez nous à pouvoir le faire. Mhm. Tu vois, donc ça a été exactement, je pense, ce même raisonnement. Et c'est là où je le vois maintenant aujourd'hui, où j'ai pu proposer, bah tiens, on a besoin de prod, tiens, bah, je connais ces personnes-là. On a besoin d'un co-caster, bah, par exemple, cet été, on a besoin d'un co-caster sur Taken et sur Sports. Eh bah écoutez, je vous appelle Reza, il est chaud et dispo, etc. Reza que j'avais connu chez le stream en émission sur le Lunch Play. Et en fait, tu vois, tu as un réseau qui est établi et tu peux te dire, tiens, pour tel truc, je peux éventuellement Faire appeler venir tel gars, quoi. C'est ça, tu vois. Et c'est, je pense, pour l'influence manager, beaucoup plus utile que la partie Export Activation Specialist qui est, elle, très terre à terre. Et en fait, Ouais, c'est pas c'est les personnes planning, is externes, dispo. c'est vraiment interne ouais, voilà, Ok. interne à la boîte, etc. Tu as ton relationnel qui entre dans ta capacité de relationnel, qui entre dans le truc, mais ça reste toujours de l'interne. Du coup, toi, justement, c'est ça qui est particulier, c'est que tu cites bien qu'il y a comme s'il y avait deux problématiques différentes entre les joueurs et Mhm. l'influence. Quand tu vas travailler avec un influenceur, qu'est-ce qui va être la grosse diff par rapport à un joueur? Il y a pas mal de Hormis le choses. prix. Hormis le prix, parce que c'est un gars de l'extérieur, forcément. Mais au-delà de ça, parce qu'en effet, quand c'est tes joueurs, c'est dans leur contrat de participer à des choses. Mais du coup, quand tu dois aller chercher un mec de l'extérieur, quand tu parles de problématiques, parce que moi, c'est vrai que je vois ça comme ça. Vita m'appelle pour un projet. Enfin, il n'y a pas question à poser. C'est-à-dire que c'est tellement impactant. Après, tout dépend en effet de l'endroit où t'en es dans ta carrière. Si t'es un monstre, tu vois. Je pense à un gars comme Fury, par exemple. Mhm. Je sais pas comment ça s'est passé de votre côté, mais pour moi, qui a été un très bon choix du côté de Vita. Parce que c'est un des C'est seuls lui en qui nous a France contactés. qui... De quoi? C'est lui qui m'a envoyé un petit mail. Ok. Et moi, je l'avais déjà repéré un an avant parce que je m'étais dit, un ambassadeur sur Rocket League, pas Ouais. mal, j'aime bien. Et le problème, c'est qu'il avait signé avec Gamers Origin au moment où je commençais à Ah oui, considérer. c'est vrai, cette équipe de fous là. C'est Ah, ça. if I speak. Je ne m'exprimerai pas sur le sujet. Moi, Il les tremble, structures il qu'on... tremble. Non, non, mais les Ça. équipes qui ont jeté de l'argent dans Rocket League, ça m'énerve. Je suis désolé, hein, je ne défendrai plus jamais mon jeu aujourd'hui. Je considère que chercher des team FR, c'est de la perte sèche d'argent. Parce que le jeu, malheureusement, ne va pas bien. Et, hormis Vita, qui est Vita, M8 Feu BDS à l'époque, mais c'est pour moi les meilleures choses. Et au vu des dernières infos, je trouve que c'est une catastrophe. Peu de gens sont... Les gens pensent que je suis fou, encore une fois, hein, mais les gens qui sont heureux parce que G2 débarque en Europe ne comprennent rien à l'e-sport, et je persiste et je signe. C'était la seule structure qui était la route aux US, c'est la seule structure qui permettait de financer une super team aux US, et donc de créer de la rivalité. Le fait qu'elle parte n'est pas une bonne nouvelle. Le fait que T1 ait voulu s'intéresser à l'e-sport RL et décidé de ne pas y aller, alors que le collectif de G2 est disponible, est symptomatique de la maladie mentale de ce truc. Voilà, moi après je passe pour un mec toxique parce que ça fait 4 ans que je dis que le full open c'est une connerie, que l'ultra disparité des revenus c'est une connerie, mais je me fais chier dessus par toute la scène parce que je m'exprime sur ça. Je ne défends plus les franchises, même si je pense que c'est une solution à court terme. Mais aujourd'hui, le système est maladif et je suis très content en fait que pour moi, le fait que Fury soit venu vous voir sur de l'activation, notamment pour devenir votre caster, je trouve que c'est une bonne chose parce que en France, pour être très honnête, des solo casters qui tiennent la route, on est trois. Tu vois, Ouais. on est vraiment trois. Et je trouve que c'était le meilleur move à faire pour lui par rapport à Vita parce que c'est une équipe de fous. Que Mhm. il avait une belle influence et une très grosse image sur la SNRL. Et ça lui a permis aussi de s'indépendantiser un peu plus en termes de cast. C'est ça. Et ça vous a permis. Et je trouve que là. Parce que du coup, on va pouvoir en parler, mais avec l'arrivée de la cassée, t'étais déjà chez Vita quand Carmine Corp est arrivé. Ou t'étais pas Oui, encore chez Vita. Ok. j'étais pas. Ah non, quand la Caroline Corp est arrivée, j'étais pas encore chez Vita. Ok. Est-ce que tu penses qu'il y a eu un gros changement quand même sur cette politique ambassadeur et surtout commentateur suite à l'arrivée de la cassée qui a chamboulé un petit peu le monde du cast français finalement?
Ah oui, oui, totalement, totalement. C'est quelque chose qui a complètement rebattu les cartes et qui fait qu'aujourd'hui, le métier de caster, il est quelque part en danger d'une certaine manière, mais je le trouve assez complémentaire. En fait, c'est-à-dire que la cassette est arrivée, ils ont Mhm. montré regardez le co-cast, ça peut être Oui. incroyable. Et il y a eu à ce moment-là en plus l'arrivée de Valorant, qui a été, j'ai envie de dire un labo d'expérimentation pour Riot Games. Ils ont lancé le co-cast à balle sur Valorant et on a vu le co-cast finalement complètement exploser, les équipes de streamers être quelque chose qui devenait de plus en plus la norme. Et c'est une tendance qui a été lancée quelque part par la cassée, ou du moins popularisée par la cassée. Parce que tu peux te dire, ah ouais, mais Vitality, ils avaient Gotaga, ils avaient Brox et Neo, ça fait le trio, c'était déjà de l'influence qui était sur Mhm. leur chaîne, etc. Mais je pense que ce qui a vraiment mis le coup de popularisation là-dessus, c'est l'arrivée de la cassée et Oui. Kameto qui avait tout mis sur sa chaîne pour la Carmine Corp. Je pense que Bah, c'est faut quelque savoir, chose qui a ouvert les portes. il a fait un grand coup, notamment, pour être honnête, dans Rocket League. Mmh. C'est quelque chose qui n'existait pas avant, parce qu'en fait, il y avait ce système de droit qui était vendu à Oui, des entités, et personne ne faisait de co-stream, même si ça n'avait jamais été interdit. C'était complètement possible de co-streamer, sauf que, bon, il y avait... tu voulais pas t'embrouiller avec les gens, donc tu faisais pas de co-stream, tu c'est vois. ça. Puis Kamel est arrivé avec 40 000 viewers, et du coup, plus personne n'a rien dit, parce que tu vas pas t'embrouiller avec Kamel, du coup. Ah bah non. Donc, comme Kamel faisait du co-stream avant d'avoir les droits de diffusion, bah, en fait, on a laissé couler. Ce qui est une bonne chose, je pense, parce qu'en fait, même si au début j'ai vu ça un peu d'un œil particulier, de me dire putain, mais en fait ça fait chier parce que ça tape trop dans le cast officiel. Mmh. Mais en fait, je peux pas nier le fait qu'aujourd'hui, quand t'es commentateur, après j'ai une vision très personnelle du coup de ça, parce que moi j'ai pas eu les opportunités d'atteindre le haut du panier, mais du coup, j'ai eu un peu cette obligation de me démerder tout seul. Ouais. D'aller chercher mes prestations, de démarcher des clients, de machin. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de commentateurs aujourd'hui qui sont incapables de faire le quart de ce que je fais. Parce Oui. que ils n'ont jamais été dans cette situation, on leur a tendu la main, on les a mis dans le haut, et maintenant ils sont en mode ah Soul, ça marche. Et en fait, avec l'arrivée du co-cast, t'es dans un truc où tu dis bon bah maintenant faut te démerder, parce que le cast officiel, bah ils en chient parce que le co-cast fait énormément de stats et du coup ils ont plus de mal à se développer, et du coup bah il y a moins de place. Et en plus de ça, avec l'arrivée du co-cast, plus de gens veulent streamer, plus de gens veulent caster, et donc il y a de plus en plus de casteurs, et donc c'est de plus en plus dur de sortir ton épingle du jeu. Et je pense que, en fait, le métier a pas été en péril, mais comme tu l'as dit, il a été transformé. Ouais. Et surtout, il a amené ce truc qui est pour moi tellement important, et qui me faisait mal quand on me le reprochait, parce que je n'ai jamais compris ce truc-là, le fait d'être clivant, d'être polarisant dans le cast. Le cast neutre n'existe en tant que français que quand tu commentes la Pologne contre la Thaïlande. Voilà, ça n'existe pas à partir du moment où il y a des Français. Les Ouais. viewers veulent qu'on soutienne les Français, on veut soutenir des Français. Et je pense même que le fait d'être neutre est une bonne chose, mais il faut pas que tous tes commentateurs soient comme ça. Parce que, comme tu le dis, et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que tu veux passer de l'émotion. Et pour passer de l'émotion, il faut être... Plus t'es clivant, plus t'en passes. Pourquoi les gens vont voir Kamel plutôt que le stream officiel, même quand Kamel était nul en cast, parce que maintenant c'est devenu un très bon commentateur, même quand il était nul, parce que Kamel vivait le truc. Et oui. Il vivait les défaites, les victoires, c'était quelque chose de marquant, tu vois. Et pour ça que les gens allaient le voir lui plutôt que le cast officiel, mais c'était plus qualitatif. Je le vois maintenant même de plus en plus. De plus en plus de gens vont voir les casts officiels, parfois anglophones, parce qu'ils considèrent que les gens vivent plus les matchs. Et Parce que dans cette volonté de neutralité, on a un peu perdu une forme d'humanité. Moi, ça m'a toujours un peu dérangé. J'ai toujours préféré, quand je suis en LAN par exemple, honnête, ouais. je vais toujours être pour l'équipe, soit qui est la plus chaud match, celle qui est vraiment là pour le spectacle, soit les outsiders, ceux qui créent un petit peu la surprise. Mais par exemple, j'ai casté du LoL le week-end dernier. Moi, les mecs qui font des drafts, LCK, où ça joue des jungle tank, ça joue Railbot, machin, je me fais chier. Je suis en mode frérot, c'est une Mickey Mouse Cup, je t'en supplie, joue Singed Top en fait. Joue Singed Top, prends un mid laner mal fit tapé, amuse-toi, tu vois. Et ça, ces gens-là me font un peu kiffer, c'est ces gens-là avec qui j'ai envie d'accrocher, parce que je me dis, au moins lui il tente, tu vois, il veut faire quelque chose. C'est Et, ça. et en fait, plus le temps a passé, moins on me l'a reproché. Et je trouve ça cool parce que je pense que ça a libéré un peu sur ce plan-là, tu vois. Non, clairement, je pense qu'il y a un terme aussi qui a été amené par la Carmine Corp, c'est le supporterisme, Ah oui, de qui fou. est arrivé de manière
impressionnantes Bah, sur qui l'e-sport. existait déjà chez Vita, en fait, avant, aussi. Et qui existait déjà chez Vita, avec, les Golden Hornets, hein, parce que de mémoire Mmh. c'était 2018, la création des Golden Hornets, et justement, bah, l'arrivée en 2020 de la Carmine Corp. Mais c'est vrai que, au début j'avais peur du Cocast, justement de ce qu'il allait, changer, finalement dans le métier de commentateur. J'ai du mal avec, maintenant le métier de commentateur qui, est un peu, parfois, utilisé à tort et à travers. C'est-à-dire que, les marques se disent: «Ben, on prend un casteur», mais ils ne vont pas se dire: «Je vais prendre un casteur de métier. Je vais prendre un Oui. influenceur qui va me caster la game». Tu vois? Et Oui, c'est là c'est mon petit problème là-dessus. Mais je comprends, tu vois, l'intérêt business derrière, d'aller chercher des stats, bien d'aller chercher sûr. un nombre de viewers, parce que c'est ça qui fait vendre quelque part. Mais Mais c'est le aussi un problème de l'audience, là, dans ce cas-là. Parce que le fait que les gens, et on en parlait en plus il y a 2 jours, du clubisme, le fait que les joueurs, enfin les viewers, pardon, avec les influenceurs sont dans la même situation, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas reconnaître que l'influenceur qu'ils suivent n'est pas bon dans ce qu'il fait, mmh, c'est un problème. Parce que si demain tu invites un influenceur, que le mec est merguezesque et que du coup il fait 1/10 de l'audience qu'il fait habituellement, il se décrédibilise. Et c'est aussi dû au fait que ben, je vois honnêtement très peu d'influenceurs quand même vivre de leur activité, se positionner sur des trucs sur lesquels ils vont pas être bons. Tu vois. Je pense que ça sera surtout des gens qui sont dans un milieu de tableau un peu compliqué, où ils génèrent pas beaucoup de revenus et où la moindre prestation de service est bonne à prendre. C'est marrant parce que du coup j'ai mon OBS là et mon stream à gauche et du coup je vois ton chat passer d'un écran à l'autre avec le délai. Et tu vois, je pense que c'est surtout ça. C'est ce truc de les gens se positionneront pas sur une presta en étant des grosses restas, je pense en tout cas, parce que ça va les décrédibiliser. Par contre, les gens qui sont dans le milieu, c'est très compliqué pour eux parce qu'ils galèrent. En fait, ils sont proches d'en vivre, ou en tout cas, ils en vivent un peu. Et du coup, la moindre perte de revenus est compliquée à tanker, donc tu vas accepter des prestats pour te couvrir, quitte à passer pour un truc un peu moins bien. Et c'est difficile. Pour avoir discuté déjà avec des commentateurs qui ont fait ça, voire même des streameuses qui ont essayé de faire ça parce qu'il fallait prendre des sous, quoi. Ça a été une expérience difficile après. Parce qu'ils étaient en mode, après ah, en fait, j'ai pas envie de le refaire, je me rends compte que c'est vraiment dur. Il y a aussi ce truc de gens qui voient pas, en fait. Pour eux, c'est facile. Parce que quand tu vois un vrai commentateur, t'as l'impression que ce qu'il fait est simple. Tu vois. eh oui. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est en fait, moi, au fur et à mesure que et après je reviendrai peut-être sur l'aspect neutre parce que je suis assez d'accord avec ta vision des choses. Moi, de plus en plus, au fur et à mesure que, je prends de l'expérience dans l'e-sport, en fait, je distingue énormément, tu vois, par exemple, quelqu'un qui se dit host, caster, Oui. analyste et cetera. En fait, je distingue aussi de plus en plus des personnes qui ont dont la personnalité est faite aussi pour un corps de métier. C'est-à-dire que quelqu'un qui est casteur, il a une certaine personnalité pour être casteur, tu vois? Il va se sentir de le faire, et tu vas le voir au cast parce que la personne va être plutôt à l'aise et cetera. Mais, tu vois, moi, je sais que, j'ai un profil de casteur, mais je suis plutôt un mec qui va être, organisateur dans l'ombre, et cetera. Et bon, j'ai réussi à faire casteur parce que j'ai un petit peu cette part-là. Mais, tu vois, l'influence, je suis pas forcément ultra connu, il y a des gens qui sont beaucoup plus connus que moi, mais cette, vibe-là de streamer, tu vois? Le streamer est un métier et streamer, tu vois, je n'ai pas cette, personnalité-là. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que chacun a une personnalité qui est faite pour un certain corps de métier et c'est là où tu distingues qu'un host est un host Oui. et il sait très bien le faire, un casteur est un casteur, il sait très bien le faire, un analyste et cetera, il sait très bien le faire, un streamer et cetera. Mais parfois, bon, tu peux avoir des recoupements en mode: «Tiens, bah, le mec il est casteur, il est assez organisé dans son travail, il peut faire un travail de host» parce qu'il va réussir à s'organiser, il va organiser le débat, il va avoir cette aisance-là. Par contre, un casteur peut très bien ne pas être un véritable streamer, tu vois? Et c'est là où Mm. tu vas retrouver des casteurs, du cast officiel, tu vois? La plupart du temps. Où tu vas avoir, des streamers qui vont pas forcément être casteurs, qui vont plutôt être analystes parce que, tu vois, si ça se trouve, c'est un ancien joueur qui s'est reconverti en content creator, mais qui va avoir une analyse pertinente sur un jeu. Et tu vas voir un petit peu ces ponts qui se font. Mais tu vois très bien les démarcations et à quel point chaque métier, c'est pas genre juste un nom que tu te donnes, et cetera. C'est vraiment, Oui, oui, c'est tu es vraiment un host métier, parce oui. que tu es host, tu vois? Et je Oui. pense que la neutralité là dont tu parlais, elle est effectivement, c'est quelque chose qui c'est très imp eh attendez, j'ai un chat qui décide de bouffer la caméra, donc ça va être compliqué. Mais, pour le coup, la neutralité, je trouve que c'est très présent surtout dans les castes anglophones, qui sont, Oui. des choses qui sont très dirigées par, l'éditeur.
Généralement, tu vois, les castes locaux sont C'est beaucoup vrai. plus légers. C'est pour ça que le cast français est aussi apprécié dans le monde parce qu'il est différent du cast anglais, dans le sens où il est moins contrôlé par l'éditeur et il a laissé au fur et à mesure une certaine liberté Le commentateur, dans la manière de faire, dans les commentateurs de faire. Et je c'est pense que vrai. c'est important pour, tu vois, de ne pas avoir que cette neutralité. J'aime bien, moi, tu vas avoir un commentateur qui va me dire j'aime bien cette équipe parce que justement, tu vois, c'est un outsider. J'aime bien cette équipe Mmh. et je le montre et je m'en fous, tu vois. Je j'ai pas Ouais, c'est besoin d'être ça. neutre, et cetera. Mais parce que pour moi, il y a aussi ce truc de dans la neutralité, tu vois, tu ne peux pas vivre la défaite, du coup. Et ça, c'est un truc que je trouve dommage. Pourquoi moi, j'ai, par exemple, les Worlds de LoL, je les ai quasiment que suivis chez Skyheart. Parce que j'adore T1, parce que Skyheart est pro T1, parce qu'on veut juste voir T1 gagner, et qu'on veut on veut voir l'histoire s'écrire, et que je veux voir Chovy transformé en Choki à toutes les games. Et en fait, je vais pas aller voir le stream officiel, pas parce que j'aime pas ce qu'ils font, au contraire. Moi, je suis le premier à respecter énormément le travail des casts officiels, surtout en France, que je trouve exceptionnel. Je trouve qu'on a une vraie chance, et pour moi, si je dois donner mon vrai avis, je pense que la plupart des streams officiels français sont bien meilleurs que les streams officiels étrangers. Parce qu'on a des personnalités vachement plus fortes, on a vachement plus d'humour, aussi on est moins chiant. En fait, je suis désolé de le dire, mais je trouve que On les est moins streams lisse. officiels... Ouais, c'est ça, on est moins lisse, on est beaucoup plus drôle. Tu vois, le fait que pendant le stream officiel des Worlds, ça fait des vannes sur Tréton, le fait que Tréton caste en grenouillère, c'est très con, mais c'est un truc que tu ne verras jamais sur un stream officiel parce que ça fait pas pro. Mais en fait, on s'en fout. Parce que les gars, on fait de l'e-sport, tu vois. On fait de l'e-sport, oui, on peut être professionnel, et on doit aussi casser les codes, parce que faut arrêter les costards cravates, machin. C'est bon, frère, la plupart des mecs, ils passent leur 90% de leur temps jogos en plus. Tu vois, c'est de la vanne, tu vois. Et moi, je suis le premier aussi à commenter en chemise, avec des vestes, parce qu'il y a aussi un style, il y a un truc de, je vais être pro, mais par contre, je vais faire des vannes. Il y a un moment donné, je suis en LAN le week-end dernier, il y a un mec qui galère à se connecter, il nous fait cracher 3 games parce qu'il se trompe de ban. Il y a un moment donné, le mec, je l'ai insulté. En fait, c'était la suite de son pseudo. Il s'appelait Evonique ou un truc comme ça. Et tu sais, à un moment donné, ils font putain, Evonique, je fais Evonique, ta merde. Et le mec a rigolé, tu vois, parce C'est qu'on n'est ridicule. pas là, on n'est pas là pour se prendre la tête et c'est drôle, tu vois. Et je trouve que ce que tu dis, Vitek, dans le chat, sur le fait qu'il n'y a pas la place pour les petits casteurs, en fait, il faut aussi comprendre un truc, c'est que le monde du cast, il est scindé en deux parties. T'as les gens du haut du panier, qui en vivent, ou en tout cas qui en vivent pour la plupart sur les gros jeux, et ensuite t'as les gens tout en bas, qui ne génèrent aucun revenu, qui ne produisent, je vais pas dire que de la merde, mais malheureusement en termes de qualité, pas de cast, hein, attention, mais en termes de qualité audiovisuelle, des choses qui sont très faibles, parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils n'ont pas d'équipe, et en fait t'as un placement au milieu qui est monstrueux, il y a un boulevard là, qui est colossal. Parce que tu prends n'importe quelle personne qui a besoin d'un commentateur, tu vas avoir un Fury, et ben il va te donner un tarif, tu vas tomber de ta chaise, mon pote. Parce que tu vas pas te rendre compte de l'impact que ça a. Et en fait, c'est normal. Attention, les prix qui sont demandés en haut sont des prix normaux. Parce que au-delà de la compétence, de la production et même de l'influence que ça va t'apporter, il y a la compétence. Quand t'es tout en bas, les gens vont t'apporter quasiment que de la compétence. Moi, je vais donner mon exemple. Très honnêtement. Ouais. Aujourd'hui, si on arrive à facturer par jour de prestation 200 € par personne, on est Gucci. On est Gucci. Par personne. C'est ridicule, hein. Faut s'en rendre compte, c'est très faible par rapport au monde de la freelance. Mais moi, déjà, à 200 balles par tête, je suis heureux. Je suis en mode dinguerie de fou. Parce qu'il y a 3 ans de ça, je facturais 150 € un week-end. Et je payais mon train avec les 150 balles. Et c'était incroyable. Aujourd'hui, et tu vois, c'est là aussi où il y a un truc qui est différent. J'ai pas une grosse influence, je le sais. Par contre, je suis entouré de gens qui sont compétents et je me suis dit, ok, nous on va proposer un vrai service aux événements et on va faire une vraie facturation parce qu'il faut comprendre que si tu veux un truc de qualité, aujourd'hui il faut le payer. Il faut le payer moins cher que ce que tu vas trouver tout en haut parce qu'on sait que vous n'avez pas les moyens, mais on va facturer quand même de manière décente parce que moi je ne soutiens plus le bénévolat à un certain niveau. Je ne le soutiens plus. Moi, je sais qu'il y a un collectif qui m'énerve parce qu'ils sont dans un truc où ils font des prods de fou et ils font tout gratuit. Je suis en mode, mais vous êtes des malades, en fait, parce que vous êtes en train de casser, en fait, et de ne pas faire comprendre à certains clients que cette prestation que vous produisez, elle est rémunérable et elle est payante parce que c'est un très très haut niveau de qualité. Et en fait, c'est ça qui est le pire, c'est qu'ils font un truc extraordinaire et ils le font gratis parce que c'est cadeau, tu vois. Et en fait, le problème, c'est pas que eux le fassent cadeau, parce que c'est très bien la passion. Mais sauf quand il y a des gens à côté qui essayent de faire tout aussi bien et qui font tout aussi bien, derrière, quand tu vas les voir et que tu dis, nous, on coûte autant, ils font, pourquoi eux, ils sont gratuits? Ouais. Et en fait, là, il y a un déséquilibre, tu vois. Et ça, c'est très compliqué. Donc, du Non, coup, je suis assez d'accord. quand tu vas voir les gros commentateurs, et je le comprends, et là, tu as fait aussi un truc qui est très particulier et qui est très présent sur Internet, on lie la visibilité à la compétence. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que tu dis, les casteurs trop forts, Johnny Boy Fury Life,
ça impliquerait que moi je ne le suis pas. Et je veux pas me moto peps, mais je considère que notamment sur Rocket League, je suis un très bon caster, voire un top France. Je considère que je suis un excellent caster, je suis peut-être un des meilleurs, je pense top 5 en solo cast France, mais je n'ai pas de visibilité. Et en fait, on associe la visibilité à la qualité. Et c'est un véritable problème. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des dizaines de pépites qui dorment parce qu'ils sont pas vus. Et on dit, ouais, mais si t'es pas vu, c'est que c'est pas bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Parce qu'en plus, moi, je peux vous citer des gens qui sont vus, qui font du cast, et... Eh, Et c'est pas bien. et si t'es pas pote avec Michel ou Didier, personne saurait qu'ils existent. Hein. Tu vois, donc, c'est en fait un truc qui est très particulier. Et ça, ce truc-là, moi, je me bats contre ça parce que je veux faire comprendre aux gens que la compétence a une valeur et que c'est tout ce qui compte dans l'e-sport, c'est ta compétence et ton réseau. Et ça, parce que c'est transposable dans le monde du travail. Ta visibilité, c'est peanuts. C'est peanuts. Par contre, si, c'est un levier pour les gens qui connaissent rien. Tu vois, moi, j'ai 7000 followers sur Twitch. Il y a des clients, je leur dis, ils sont en mode, ah ouais! Je te dirais pas mon viewer moyen, par contre. Je te dirais pas, voilà. Je te dirais juste, j'ai 7000 followers sur Twitch, c'est vraiment pas mal. Par contre, j'ai des très bonnes stats sur Twitter. Ça, c'est un truc qui est très particulier. Le cas des influenceurs est trop bien. Ils sont engagés par leur team. Ouais, mais en fait, le cast d'influenceurs qui sont casteurs. Fury, à la base, c'est pas un influenceur, c'est un casteur. Johnny Boy, il fait du cast depuis 10 ans. Ouais. Tu vois, Life, c'est un casteur. Enfin, il y a plein de gens qui savent pas, mais Life, c'est un commentateur de Smash de base. Évidemment que le mec sur Rocket League, il est trop fort. Il est fait pour ça, tu vois. La visibilité n'a aucun rapport avec le talent. Tu peux faire des choses, et on le voit, et en plus on l'a vu, je crois que c'est Sardoche qui a tweeté ça, quand il y a eu le drama avec la Carmine, il a dit comme quoi faire des solo queues comme un con, c'est plus pratique que de faire des projets sportifs. Il y a des gens qui n'ont de la visibilité que parce qu'ils sont bons dans un jeu. Et c'est pas ce que j'appellerais du talent audiovisuel. Je ne veux pas voilà, mais ce n'est pas du talent audiovisuel. Par contre, c'est ce que demande une partie de l'audience. Il faut bien distinguer talent et répondre à un besoin du marché. C'est deux choses très différentes. Le talent, c'est vraiment quelque chose que tu vas travailler en profondeur, mettre du temps à développer. Il y a des gens, ils peuvent être très bons dans ce qu'ils font, mais ils vont lâcher l'affaire parce qu'on leur a pas donné leur chance. Il y a des gens, ils ont arrêté, moi je l'ai vu, et je peux vous donner un nom si vous voulez. Et c'est un gars qui, j'en suis très heureux pour lui, a réussi à rebondir. Un commentateur qui s'appelait Monsieur Keja. Ce gars-là était un monstre en cast Rocket League. C'était une machine. Ce gars-là, on lui a pas ouvert les portes, ça l'a brisé. Ça l'a brisé. Alors qu'il avait très largement sa place dans le top 5 français. Sans aucun problème. On lui a juste pas ouvert les portes. Et il a lâché. Finish est trop nul en cast, c'est pas vrai. Finish est un très bon caster, il est même bien meilleur maintenant que les dernières années, parce qu'il est moins lisse, justement. Parce qu'il a développé sa personnalité, parce qu'il fait des blagues, parce qu'il s'est un petit peu ouvert à ça, et je le trouve bien meilleur, justement, pour ça. Mais pour moi, non, la visibilité n'a rien à voir avec le talent, parce que le talent est quelque chose que tu peux développer sans même qu'on te connaisse. Et je vous jure que c'est vrai. Allez voir sur YouTube des mecs qui font des vidéos de storytelling depuis 6 ans, c'est juste que l'algo les met pas en avant. En fait, les gens ne comprennent pas qu'il faut, au-delà de répondre à un besoin de l'audience et de faire des choses, il faut répondre à un algorithme. Vous streamez tous les jours le même truc à la même heure, vous serez plus vu que quelqu'un qui stream une fois par mois un truc extraordinaire, parce que lui ne stream qu'une seule fois par mois. Et donc il ne sera pas mis en avant par la plateforme. C'est ça. Et qu'il ne créera pas d'habitude de consommation de l'audience, etc. C'est vraiment bien plus complexe que juste... Si tu travailles, tu vas réussir. Et c'est pour ça que les gens qui vous disent « Oui, mais si vous travaillez dur, comment vous allez y arriver ?» C'est très particulier sur Internet. C'est très particulier. Ça ne marche pas comme ça. Un mec comme Squeezie qui vous dit « Si vous travaillez dur, vous arriverez à ce que je suis », je pense qu'aujourd'hui, il ne tiendra plus jamais ce même discours. C'est des gens qui sont arrivés au bon moment, dans ce timing qui était ouvert, où il y avait des possibilités, mais ils ont travaillé dur. Je ne retirerai pas le travail qu'ils ont fait. Mais il y a aussi énormément de paramètres qui sont extérieurs. Il va y avoir le relationnel, il va y avoir le fait que t'es pote avec, il va y avoir le fait que tu vas avoir des feats intéressants, des timings par hasard, tu vois, tu disais tout à l'heure, ton taf chez Vita, qui tombe au moment où le cast Overwatch est en train de s'arrêter, c'est un timing de fou. Et tu dis, bah du coup, la question se pose même pas de « Ah, mais qu'est-ce que je fais ?» Bah ok, go, on y va. Et c'est ça qui va jouer, tu vois. Bah, c'est ça. Et c'est de l'algo, non, c'est pas de la chance, l'algo. C'est savoir nourrir l'algo. Moi, je sais que je nourris très peu l'algo. Parce que j'ai arrêté de faire des streams qui, à mon sens, ne produisent rien. Je veux absolument produire des choses de qualité qui vous sont utiles. Encore une fois, j'assume que je ferai 3 viewers et demi. Mais c'est pas grave, je fais parce que je pense que ça doit être fait. Et je ne fais plus parce que je veux que ça marche. Parce que j'ai bien compris que pour que ça marche, il fallait que je rentre dans des règles qui ne me correspondent pas. Et dont j'ai pas le temps, en fait, de jouer avec ces règles-là. Donc, on fait de l'oseille autrement aujourd'hui. Mais on se démerde, tu vois. C'est aussi pour ça, tu vois, que moi, j'ai le même principe, c'est-à-dire que bah là, forcément, avec Vitality, bah, c'est aussi quelque part un job alimentaire, parce que ça me permet de payer mes factures,
Mais de plus en plus aujourd'hui, je me dis, putain, à l'époque, je faisais masse de contenu, et cetera. Je faisais des TikTok de news, je faisais des vidéos de news, je faisais, bah, tiens, les matchs du jour, il y a quoi, et cetera. Quand j'étais sur, Valorant, je faisais, bah, du contenu sur Overwatch, en permanence. Mmh. Là, maintenant, petit format à droite à gauche que moi j'aime bien faire, tu vois? Mes petits 3 news que je poste, chaque semaine sur Altered, c'est un exemple de contenu que j'aime bien faire. Mais je me sens plus l'envie de me dire: «OK, l'algo voudrait que sur TikTok, je balance des clips, de jeux Tous et les cetera». jours. J'ai essayé, ouais, voilà, tous les jours. J'ai essayé, et je m'y suis pas retrouvé dedans, surtout que j'ai pas le temps de streamer, autant et cetera. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, bah, c'est difficile pour moi de me motiver à aller, faire, tu sais, de la news, tous les jours parce que, Ouais, il faut se dire: «OK, il faut prendre la moindre petite news, en faire un truc, waouh, incroyable et cetera. Il s'est passé ça et cetera». Surtout qu'il y a la culture un peu de l'hyperbole, sur, l'ensemble des contenus. Et c'est un contenu que je n'aime pas faire parce que je me dis, «Non, je vais commenter normalement, OK, s'il y a une news et cetera. Est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle est pas importante?» Et tu vois, avoir une réaction proportionnée et ne pas céder un peu à cette hyperbole. Mais l'algo, lui, de son côté, qu'est-ce qu'il veut? Il veut du contenu tous les jours, il veut du contenu, ultra fun, drôle et cetera, qui veut plus de l'exagération, qui veut du spectaculaire et cetera. Et forcément, moi, si je fais, tu vois, mes petites news comme je fais, je vais pas avoir la même réussite que certains qui vont c'est ça. réussir en, je sais pas, en faisant, bah, comme à l'époque, comme on disait quand TikTok est arrivé, ils font une danse TikTok et ça marche. Bah, moi, je ferai jamais de danse TikTok, C'est et ça. cetera. Tu Et vois? Et personne n'a je me envie de voir trouve un ça, de peu bien. toute façon. Et voilà, personne n'a envie de me voir danser. Mais non, non, je suis totalement d'accord avec toi sur ça. Après, c'est aussi une question de dépressuriser personnellement parce que j'ai un job à côté, je gagne très bien ma vie. Ça va, toi, tu vois, du coup, t'as aussi ton job chez Vita qui te sécurise et qui te permet aussi de rester dans le domaine e-sportif. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais tu vois, cette espèce d'oppression de l'algo, c'est là où moi je suis aussi un peu dur avec ça. C'est que, tu vois, admettons, prenons cet exemple, on fait un contenu par jour, on répond, machin, on n'a aucune assurance que l'argent rentre à un moment donné. Eh Et oui. la problématique, elle est là-dessus. Par exemple, moi j'ai des potes qui sont graphistes qui me disent, ouais, j'arrive pas à en vivre. Mais en fait, ils refusent de mettre les mains dans la merde. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de faire des trucs qu'ils n'ont pas envie de faire. Et je leur dis, ouais, mais si t'as 10 commandes comme ça, même si ça te plaît pas, à 100 balles, que ça te prend 1 heure pour le faire, en une journée, t'as fait 1000 balles. À quel moment tu me dis que tu peux pas en vivre? Ouais, mais j'aime pas. D'accord, mais toi, t'es assuré qu'en faisant ça, l'oseille, il tombe. Alors que, en te faisant 1 heure de montage sur un timelapse de fou, t'as aucune assurance, ça tombe. T'as pas de sécurité. Je parle pas que de toi, Nécatron. Je parle pas que de toi, c'est pas vrai. Mais je lui ai déjà dit. Tu vois, un graphiste, par exemple, moi, j'ai déjà dit plein de fois. Tu prends 1 mois de ton temps, tu fais que des modules, tu sais, des modules de streaming, que tu peux personnaliser très vite. Et après, tu vends des stream packs en prenant tous tes modules, changeant les couleurs, machin, des trucs qui prennent très peu de temps. C'est banco. C'est le plus gros business du monde. Et c'est un truc que personne veut faire parce que c'est chiant, c'est pas intéressant. Mais en fait, l'oseille, il est là. Tu vois. L'oseille, il est là. Tu vas le chercher facilement. Nous, aujourd'hui, par exemple, moi, je peux donner un exemple. On va faire une petite animation de Mario Kart dans un forum emploi, par exemple. C'est pas du tout pour ça que je suis fait de base. Merci beaucoup pour le follow, Rix. Je suis pas du tout fait pour ça, moi, à la base. Je suis commentateur e-sport. Je vais pas vous faire de l'animation de stand. Mais d'un autre côté, ça me correspond assez bien dans le côté ludique du jeu vidéo. C'est un client qui paye bien. Eh, on est qui pour dire non? Ouais, Bah quand on va même. prendre, hein. C'est notre boulot, ça reste de la prod audiovisuelle parce qu'on doit amener une production justement pour essayer de faire un truc qualitatif pour montrer qu'en effet l'e-sport c'est pas juste deux pélos avec une webcam qui font un truc pas fou. Et en plus moi ça me met en lien aussi avec l'univers de l'emploi et du travail qui est quelque chose qui me touche beaucoup et sur lequel j'essaie d'influencer les jeunes aujourd'hui. Forcément que c'est quelque chose qui va me parler, qui va me correspondre. Parce que là, du coup, on va chercher ça. Par contre, à l'inverse, je suis prêt à faire des masterclass gratuites sur pourquoi l'e-sport est un bon moyen de commencer l'entrepreneuriat et de valoriser de la compétence par un métier passion, en fait. Et ça, je le ferai sans aucun souci au début, en tout cas, au début gratuitement pour me construire une forme de crédibilité, mais je le ferai volontiers parce que c'est vraiment en adéquation avec mes valeurs et que je suis pas dans le besoin financier. Donc, ouais, c'est ce truc-là, cette décharge à un moment donné aussi de te dire t'es plus dans le besoin, t'es tranquille. Moi, je connais des streameuses, des streamers qui font 150, 200, 300 viewers, qui sont partenaires, qui ont des sponsors, mais qui sont juste des liens d'affiliation où les mecs prennent des pourcentages de vente. C'est horrible. C'est horrible. J'ai pas envie de faire ça, en fait. Tu vois, c'est vraiment terrible. Et c'est un mode de vie qui est hyper tendancieux, quoi. Alors, tu vois, le coaching, je l'ai fait. À une période, j'ai beaucoup fait le coaching Rocket League. Et en fait, j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que je ne prenais plus de plaisir à le faire, personnellement.
Parce qu'en fait, tous les joueurs se ressemblent. Rocket League est un jeu qui manque énormément de profondeur, et en fait, tu vas très souvent être confronté aux mêmes problématiques, et c'est un peu frustrant. Mais des coachs qui en vivent, qui font beaucoup de revenus, c'est aussi des coachs qui sont dans l'influence, parce qu'ils gagnent une crédibilité via leur visibilité, et donc du coup on va leur donner du crédit de fou, parce qu'ils disent ouais mais ils sont vus, donc ils ont plus de clients, donc comme ils ont plus de clients, ça veut dire que c'est mieux ce qu'ils font. Il y a tous des biais qui rentrent en ligne de jeu là-dessus, tu vois. Alors qu'il y a des très bons coachs qui sont juste pas streamers et qui font pas de stats, et qui vont pas aller chercher des revenus. Donc en fait ce milieu-là de l'influence est très compliqué, parce que il mélange à la fois la compétence brute, mais aussi le besoin de la visibilité, etc. Et aujourd'hui, tu prends l'exemple de Rocket League, quel est le dernier streamer à être sorti un petit peu? Il y a Saxki, et encore Saxki, il fait 100-200 viewers max. Et c'est pas des gens qui vont aujourd'hui vivre pleinement du streaming. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, il y en a plein qui sont barrés sur Valorant, d'ailleurs, très intéressant, mais et ça rend les choses très difficiles. Donc je suis assez d'accord sur ça. Moi, je veux plus faire des contenus qui me conviennent pas et qui me plaisent pas, sauf si je peux faire une facture et faire payer mes gars. Après, ce que je disais tout à l'heure sur Twitter, de plus en plus on facture pour payer mon équipe, j'en suis très content. Et moi, mon objectif aujourd'hui, il est là. C'est que quand je fais des choses, je veux payer mon équipe. Je me paye aussi, évidemment, je ne le nierai pas. Mais moi j'ai même pris moi-même la décision que Nekat, notamment qui est dans le chat, soit mieux payé que moi. Parce que je considère que son travail est plus demandeur que le mien. Et que, bah, aussi, il en a plus besoin que moi, en fait. Et les gens, par contre, qui bossent avec nous en cast, ils viennent, ils mettent les pieds sous la table, et on y va, quoi. Eux, ils viennent juste caster, ils ramènent pas de matos, ils s'occupent de rien de l'organisation, c'est moi qui gère tout en amont. Et eux, ils viennent juste, ils prennent leur billet, ils se cassent. Ils font leur taf, et c'est tout ce que je leur demande, tu vois. Et ça fait partie de ces trucs-là. Et je pense que ça, c'est aussi, tu vois, un positionnement vis-à-vis de l'emploi et du travail qui est derrière, quoi. Euh, c'est très difficile, en fait, de pas faire des contenus que t'aimes pas, mais en fait, à partir du moment où l'oseille y rentre, ça passe un peu mieux. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est très compliqué, parce qu'en fait, tu vas faire des trucs que t'aimes pas sans l'assurance que ça paye. Et c'est ça, en fait, qui rend les choses hyper compliquées. C'est ça, et puis il y a clairement une. Ou alors, tu vois, par exemple, moi, il y a des contenus que j'avais pas envie de faire, etc. Et je me suis dit, bah, je vais me tourner, je vais me sécuriser, je vais aller vers cet emploi et je continuerai Ouais, pour c'est faire des ça. trucs à côté. Tu vois, et pour le coup, il y a aussi un élément qui rentre en ligne de compte, c'est au-delà de la thune, etc. Et du fait de faire parfois des contenus que tu n'aimes pas, etc. Il y a aussi un truc très pernicieux qui va avec l'algo, c'est les stats. Et les stats, Oui. en fait, moi je l'ai vu avec le contrat chez Vitality, donc un emploi à temps plein, etc. En fait, avant, quand ta source de revenus dépend des stats que tu fais, il y a très vite un cercle vicieux qui va se mettre en place et qui va être très dur pour la santé mentale de la personne. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup de streamers qui en parlent, etc. Parce Mm. que c'est une réalité, tu vois. Il y a vraiment, c'est déjà un vrai travail. Et en plus de ça, il y a une réalité de stress qui est pesé et qui est mis sur les gens par l'algorithme en mode, tiens, j'ai fait un tweet, j'ai fait, je sais pas, 5 likes. Oh, c'est la merde. Oh, Ouais. ça m'a niqué mon mood de la journée, etc. Tiens, j'ai fait ce contenu, j'ai mis des heures et des heures, bim, je le sors, 10 viewers. 3 vues. C'est ça. C'est ça. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point la personne qui fait ça, si c'est vraiment son gagne-pain, si c'est en plus un truc C'est qu'elle adore, horrible. etc., c'est horrible l'état mental dans lequel tu te mets. Tu as une anxiété permanente et tu vois des gens qui sont en freelance. Là, je pense notamment, c'est Soembi par exemple. Soembi qui était donc l'host principal sur Overwatch pendant des années en Overwatch League. L'Overwatch League s'est arrêtée. Alors, elle refait un peu de WCS, etc. sur les événements majeurs, bien entendu. Mais là, régulièrement, elle tweet à propos de l'anxiété de la freelance. Comment Et elle elle a s'appelle? Soembi. So. Soembie. Et elle Ok, je tweet l'ai, ouais. elle tweet très régulièrement en ce moment sur l'anxiété que représente la freelance. Et c'est typiquement le genre d'état dans lequel tu vas te retrouver quand c'est ton seul gagne-pain. Et Oui, c'est oui. vraiment terrible par les algos, la pression que ça peut te mettre parce que, tiens, tu fais pas beaucoup de stats, tu fais pas beaucoup de trucs, et tu te mets une pression dans ta tête qui est monumentale. Et les gens ne s'en C'est. rendent pas. Mais tu vois, nous, on l'a vu. Moi, par exemple, je sais que ça m'a mis beaucoup de temps parce que j'ai eu du mal à me décorréler de ça parce que c'est très dur. Euh, j'ai organisé mes propres LAN, par exemple. J'ai fait des LAN moi-même. On a cherché des partenaires, on a cherché des TAL. J'ai pris mes thunes de ma poche. J'ai fait venir des joueurs. J'ai préparé la bouffe. Hein, tu vois. En début d'année, on a fait un truc qui s'appelait l'incubateur. C'était un événement qui avait jamais eu lieu en France sur Rocket League, même sur aucun jeu, je crois que ça existait. Où en fait, j'ai fait venir 8 joueurs tout seul, pas en équipe.
dans une salle où on avait des PC. C'était une asso qui nous a prêté son local et tout. Et au début, ils faisaient du 1v1, il y avait des gagnants, des perdants. Les gagnants choisissaient un joueur parmi les perdants pour faire des duos. Vous avez du 2v2 et machin, tu vois. Et ça, j'ai montré ça à Carnage. Parce que j'ai eu la chance à un moment donné d'avoir un échange avec lui. Il était choqué de ce qu'on avait pu produire, parce qu'il dit, mais en fait, c'est pas quitté. Et en fait, il m'a dit, t'as fait combien de stats là-dessus? Je lui ai dit, je sais pas, on a fait 50 viewers, je pense. Il était en mode, mais c'est une dinguerie, tu vois. Et en fait, je pense que n'importe qui fait ça à 50 viewers se tire une balle. C'est horrible de te dire, putain, j'ai bossé pendant des heures, je suis allé chercher des sponsors, j'ai fait venir des joueurs, j'ai préparé des sandwichs, genre personne n'a rien payé, je suis allé chercher, j'ai fait un desk, j'ai fait un truc vraiment lourd avec mon équipe, et on a fait 50 viewers. Parce que c'est pas la qualité de ton travail qui va t'amener de la visibilité, c'est ta capacité à répondre à un algo, c'est aussi la volonté des gens de ton environnement socio-économique de te mettre en avant, et ça, en fait c'est con, mais c'est un truc où, moi c'est un conseil que je donne à tous les casteurs à qui je suis pote aujourd'hui, je vous en supplie, fermez votre gueule. Ne vous embrouillez avec personne. Tranquille, les gars. Soyez cool. Vous prenez pas la tête. Laissez les choses prendre leur temps. Moi, c'est une erreur que j'ai faite et ça m'a coûté très cher. Et je l'assume. C'est vraiment un truc. Je sais que ça a été très compliqué à cause de ça. Et c'est hyper difficile. Et en fait, j'en étais à un moment donné à un point de dire, il y a des gars que je connaissais, j'en disais, les gars, demain je fais un gros event, s'il y a moyen de me lâcher un raid, c'est cool. J'étais en mode, mais putain, mais je suis un charclos, quoi. Genre, j'en suis là, tu vois, pour essayer de taper un peu d'audience, parce que, en fait, le jour où tu dois commencer à aller chercher les sponsors, c'est aussi ça, en fait, qui est difficile quand tu fais de l'événementiel et de l'organisationnel, c'est de te dire, putain, mais en fait, je veux monter des projets, mais ce qu'on me demande, c'est des stats. C'est pas de la qualité de travail, c'est des stats. Une marque, elle s'en fout que tu les mettes bien en avant, que t'aies des belles caméras, des belles scènes. Elle préférait presque streamer en 360p s'il y a 3000 viewers, en fait. C'est ça. La tristesse, elle est là. Et en fait, c'est pour ça que c'est hyper décorrélé et que ce truc-là des stats est hyper important. Et moi, je me sens vachement libre de ça aujourd'hui parce que j'ai décidé de trouver des moyens de rentrer d'oseille sans être dépendant des stats, ce qui rend la chose extrêmement difficile parce que du coup, t'es sur de l'entre-deux de fou et tu travailles toujours plus que ce qu'on te rémunère, mais c'est pas grave, au moins tu rentres un peu d'oseille et tu t'en sors un peu mieux que la moyenne. Mais c'est hyper difficile. Et les stats, je suis d'accord avec toi que c'est quelque chose qui est terrible. Et quand les gens disent ouais mais ça va, c'est un métier de rêve, mais non, en fait, enfin vraiment je le dis, moi mon CDI, je le kiffe, hein. Ah bah oui, hein. Je suis vraiment pas emmerdé avec ça. Et les Tranquille, gens hein. se rendent pas compte aussi que les gens se disent potentiellement bah, les gros créateurs, etc., eux, ils ont le métier de rêve parce qu'ils gagnent suffisamment d'argent. Alors oui, ils ont cette sécurité-là. Mais alors, il y a tout un aspect mental aussi qui n'est pas visible parce que tu vas voir tout le temps la personne qui va se montrer à l'écran et qui va être justement dans une énergie, etc., mais qui n'est pas la même que C'est lui, ça. comment il se sent au quotidien, etc. La pression que ça pose parce que tu te dis, bah, le mec, il gagne des milliers et des cents. Alors oui, mais par contre, il a une entreprise, il a des gens qui doit payer, Il y a des salariés. il y a des marques qui vont arriver, qui vont mettre la pression, il va y avoir des pressions dans tous les sens, etc. C'est aussi un truc qui touche des gros créateurs et qui peut les faire paniquer parce qu'il y a aussi cet aspect très éphémère dans l'influence où tu te dis combien de temps ça va durer. Parce que le CDI, tu sais que c'est à durée indéterminée, etc. T'es Et au pire, bon, tranquille, bah, t'es dans un milieu plus stable. c'est ça. Et tu risques de, bah, peut-être, oui, ça peut s'arrêter aussi, mais tu pars sur une base, c'est indéterminé. Si je me barre, bah écoute, C'est mon choix c'est et mon choix. Si je me barre, potentiellement, c'est pas mon choix, mais tu vois, j'ai quand même une sécu derrière, j'ai le chômage, j'ai plein de solutions comme c'est ça. ça, il y a le chômage et ce genre de choses. Un Dans streamer, l'influence, dans l'influence, bon, il y a le modèle de boîte d'une certaine manière, parce que quand tu dépasses un certain revenu, tu t'as dois une créer une boîte, société. etc. Donc, mais tu as des charges supplémentaires qui vont avec aussi. Donc, tu n'as pas forcément ce filet de sécurité. Et quand tu es freelance, tu es à poil. Tu n'as pas de jour d'arrêt maladie, de chômage, tu ne cotises pas, etc. Tu es à poil. Donc, Faut que tu vraiment, bosses. faut que tu bosses et il faut que tu cravaches. Et en fait, c'est là où quand tu tombes là-dedans, c'est hyper compliqué de pas suivre des trends et pas répondre à une forme de besoin. Tu vois, on prend l'exemple à un moment donné, il y a eu une grosse hype autour des vidéos storytelling. Je sais pas où ça en est, faudrait que j'aille voir un peu. Il y a 2-3 youtubeurs Rocket League, enfin 2-3 streamers à la base qui étaient sur Real qui ont suivi un petit peu ce pas-là. Je sais pas où ça en est aujourd'hui, parce qu'en fait ça rend... Ah, mon micro coupe un peu. My bad, je suis peut-être un peu loin, c'est pour ça. Ouais, Mais je comprends. ça rend les choses parfois difficiles, et c'est des gens qui du coup doivent parfois se forcer à faire des contenus, trouver des contenus, faire les choses. Il y a quelques personnes en France qui peuvent vivre d'une forme d'activité un peu rêvante, où on est plus proche d'une activité type artistique finalement. Par exemple, on prend The Great Review.
pour moi, est vachement plus proche d'une activité artistique. C'est-à-dire que il va sortir une vidéo, ça va se taper de zinzin, mais ça va lui demander beaucoup d'heures de travail, mais il peut se permettre de prendre le temps de le faire, parce que peu importe quand ça va sortir, les gens vont regarder. Et ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est vraiment, là, on touche au sublime. Il y a très peu de gens qui ont ce pouvoir-là. Inoxtag, il est parti 1 an, il est revenu, c'était toujours le GOAT. Tu vois. Et c'est vraiment, il est intenable. Mastu a pu se permettre de faire ça, mais ça, c'est 0,01% des gens du milieu de l'influence. La plupart des autres, ils partent 2 semaines, c'est un cauchemar. Vous prenez, et on en parlait tout à l'heure de tous ces streamers qui font 300 viewers, qui sont dans une espèce de milieu de tableau, et que toi, t'aurais pu être potentiellement à la fin de l'Overwatch League si t'avais pas été chez Vita. T'aurais peut-être été dans cette eau-là. Je sais pas combien t'aurais fait d'audience, à ton avis, toi, dans Je sais ça. pas si non, je pense pas que j'aurais T'aurais explosé été... niveau audience. Je serais resté sur mes. Moi, la période où j'ai eu le plus de viewers, c'était la période Covid. Ouais, J'avais, comme tout le monde, ouais. ouais, c'est ça, 50, 70, 75, et c'est le maximum en fait que j'ai Ah ouais. réussi. Ouais, vraiment. Donc Et je pense même pas que plus de 100. Ok, je pensais que t'aurais fait quand même plus, mais bah non, après je pense pas Overwatch, que. ça restait une niche et tout, donc c'est Ouais, c'est compliqué, ça, tu vois. Il y avait ça, mais mais tu je pense vois. que ouais. Et en fait, il y a aussi ce truc, on en parle très peu, mais moi, le partenaire Twitch, c'est un truc qui m'insupporte. C'est un truc qui, pour moi, est un leurre pour beaucoup de gens qui se disent ah, je suis partenaire. Il y a un truc, tu vois, de faire 75 joueurs, mais ça ne change rien à tes revenus. C'est les Et mêmes. Et tu seras pas fort. Je sais pas si t'es plus mis en avant par l'algo par contre, mais le 80-20, c'est une bonne chose. T'es plus mis en avant par l'algo quand t'es partenaire. je suppose, je suis pas sûr, Je sais qu'à une mais époque, partenaire, t'avais t'avais tous les flux. Tu vois, 240 à 1080. ça Parce tu l'as. que. Ça, tu Et en l'as. fait, mais même tu l'as quand t'es pas partenaire maintenant. Tu l'as tout le temps. C'est un truc Ah ouais. que. Ouais, ouais, c'est un truc. Bah là, tu vas sur ma chaîne par exemple. On a tous les choix de flux. Voilà, tous les choix de flux alors que je suis pas du tout partenaire et que je ne réponds Bah, pas à l'algo. j'ai Mais. max 720p. Ouais, parce que je stream en 720p. Ah d'accord. Ouais, là, c'est Bah, tu plus pourrais moi aller en qui ai fait ce choix-là. 1080. Mais en fait, t'as quand même tous les choix en dessous. Il y a une période où tu lançais un stream à 21h, tu faisais 10 viewers, tu streamais à la qualité de ce que t'envoyais. Tu n'avais pas d'autre choix. Les gens pouvaient pas descendre la qualité des streams. Et en fait, c'est ça qui rend les choses très compliquées, c'est que tous ces gens qui sont en entre-deux au milieu, bah en fait, oui, je pense que pour beaucoup d'entre eux, ça va être très difficile. Et je sais pas ce que t'en penses sur ça, parce que toi, du coup, tu disais que tu venais d'autres domaines, que t'avais fait du marketing, que t'avais un peu touché à tout dans le milieu du streaming, enfin dans le milieu du cast et de l'e-sport, mais finalement, est-ce que c'est pas le pire truc créateur de contenu de milieu de tableau où t'en vis pas beaucoup? T'es pas un... Et c'est... Alors, je suis désolé de le dire, mais je pense que beaucoup d'entre eux ne sont pas des entrepreneurs. C'est pas des gens qui vont porter des projets, qui vont prendre des risques, qui vont sortir de leur zone de création de contenu. Est-ce que c'est pas la pire situation parce que tu ne peux quasiment rien valoriser auprès d'une entreprise parce que bah, t'as pas appris grand chose, hormis peut-être du montage, mais dans ce cas-là, travailler dans la com, mais on trouvera forcément des gens qui font juste ça de leur métier. Est-ce que c'est pas finalement la pire situation possible? Cette espèce d'entre-deux où t'es créateur de contenu sans être entrepreneur et porteur de projet à côté qui te font dire, bah tu vois, comme je disais tout à l'heure quand j'en parlais avec Carnage, Carnage m'avait dit, bah soit t'es caster, soit t'es chef de projet toi. Parce que t'as l'air d'être là-dedans, tu vois. Et en fait, du coup, oui, parce que j'ai fait plein de trucs qui m'ont permis de développer de la compétence parce que j'ai décidé de faire ça. Mais je me dis, si t'es un mec qui fait de la solo queue ou qui fait du let's play, qu'est-ce que tu valorises derrière si jamais tu t'en sors pas, tu vois? Tu valorises pas grand-chose. Et je pense que c'est là aussi. Bah, moi, j'ai vu différents profils hein, de personnes qui soit sont un peu ces chefs de projet et justement qui arrivent très bien à valoriser des choses derrière. Et pour le coup, eux, ils n'auront pas trop de soucis. Et il y a des personnes qui sont complètement uniquement sur de la solo queue, qui vont Ouais, pas vraiment développer quoi que ce soit. Ils vont faire un petit peu à droite à gauche. Mais pour eux, je pense que la reconversion, elle va être très compliquée parce que je vois pas où est-ce qu'ils peuvent réatterrir. Je ouais, vois pas où tu peux valoriser. Justement, d'arriver en fait, c'est la situation de l'entretien d'embauche. Tu vois, oui, tu arrives, tu dis, ok, dans mon CV, j'ai fait toutes ces activités en freelance, etc. Si le mec te dit, j'ai organisé des événements, j'étais streamer, créateur de contenu, etc. Tu peux valoriser bah, de la prise de parole en public, tu peux valoriser ça, tu peux valoriser l'organisation, chef de projet, ce genre de choses, ces compétences-là. Et c'est des choses qui vont pouvoir se transposer dans le monde de l'entreprise. ouais. Par contre, si tu arrives et tu dis, bah, dans mes trucs freelance, j'étais créateur de contenu. D'accord? Est-ce que tu as développé des événements? Non. Est-ce que tu as développé une stratégie de contenu peut-être? Non, non, toujours pas. J'ai juste streamé un jeu, etc. Là, tu vois tout de suite la limite de bah, OK, il a peut-être la prise de parole en public et Mais c'est encore, tout. mais c'est Et tout encore, ouais. et c'est moins intéressant, tu vois? Et encore Je suis et totalement c'est là d'accord. où
il faut, c'est là où il faut vraiment se dire ça et je pense que avant tout, c'est pour ça aussi, je le répète très souvent, il y a énormément d'appelés pour très peu d'élus et Oui, ça, dans l'e-sport, dans le c'est truc d'influence, c'est aberrant le nombre, de d'influenceurs, de potentiels créateurs de contenu et cetera sont là, qui sont déjà là, tu vois? Tu te dis, «Oh, je vois ma liste de personnes que je suis et cetera». Non, non, quand tu commences à regarder le nombre d'influenceurs, tu vois des trucs à droite à gauche, tu connais absolument pas ni Dev ni Adam ces personnes, mais elles existent, elles sont là et c'est là où tu te dis, tu te rends compte: «Ah oui, il y en a beaucoup». On peut faire un test, tu vois? On va dans parcourir, tu vas dans n'importe quelle catégorie de jeu et tu vois la liste des gens qui streament. Alors, peu importe le nombre de c'est viewers, colossal. mais tu vois, c'est colossal. Sur n'importe quel jeu, tu vois parfois plein de gens qui sont à zéro, un viewer, etc. Mais tu vois énormément de gens. Et c'est là où tu te rends compte, ah ouais, donc il y a vraiment autant de ces personnes qui sont là en train d'essayer aussi peut-être de faire ça. Donc c'est là où faut faire attention avant tout, heu, se dire: «Je dois me sécuriser d'abord, Mmh. je dois penser à l'après, je dois penser à ce filet de sécurité» et ensuite de partir sur des trucs comme ça. Moi, je me suis dit: «OK, j'ai eu, je le reconnais, très bien, je suis pas né, tu sais, la cuillère d'argent dans la bouche, hein, et cetera, Oui. mais je sais que j'ai eu des facilités par rapport à d'autres personnes. Parce que j'ai été soutenu par, mon milieu familial, Ouais, ça aide, oui, oui. c'est ça, tu vois? Qui en plus était, supportif de ce que je pouvais faire, développer comme projet et cetera et qu'ils ont vu que je développais ça de manière professionnelle et que j'essayais justement d'en faire quelque chose et ils m'ont toujours soutenu là-dedans, et cetera et je me dis: «Ah, j'ai eu une chance de pouvoir faire ça, pendant un temps», mais dans ma tête, c'était: «OK, moi, je suis attiré par le fait de faire du chef de projet et cetera, mais à un moment donné, il faudra que je le pense taf et il faudra que je m'assure d'être un taf» et en fait, la situation aujourd'hui me convient mieux parce que je suis en mode: OK, ça correspond plus déjà à moi, ma personnalité, comment je suis et cetera. Donc comme ça, j'ai mon taf, qui est ma base, de travail et je peux travailler beaucoup plus sereinement sur, des projets Overwatch comme j'ai annoncé hier là, où, on part à Stockholm pour commenter les OWCS. Tu vois, c'est le genre de projet que j'ai développé. Alors tout seul, hein, bien entendu, mais tu vois, c'est le genre de truc où j'ai développé à côté et j'étais absolument pas, j'avais pas la pression de me dire: «Putain, à la fin du mois, est-ce que je vais bouffer autre chose que des pâtes?» Ouais. parce que j'avais ce taf et c'est un peu comme une partie d'Age of Empires. Moi, j'aime bien créer ma base, avoir une économie solide et ensuite faire la guerre. Il y a des gens, ils aiment bien faire la guerre tout de suite. Mais Ouais, après, voilà. si C'est du all-in, quoi. tu te fais avoir, T'as c'est du perdu la all-in, game. tu C'est perdu. jouer le cheese. Je suis d'accord avec toi que jouer le cheese est une grosse prise de risque. C'est quelque chose que moi je ne défends pas et tous les gens avec qui je travaille le savent. Je suis premier à défendre qu'il faut d'abord se sécuriser, surtout dans des milieux comme l'e-sport où la volatilité est essentielle et ça rend les choses très très difficiles, tu vois. Alors on va tranquillement aller vers la fin de l'émission. Justement, je rebondissais par rapport à ça, mais tu vois, finalement, là maintenant, tu travailles un petit peu dans le trading card game aussi. Moi, c'est un truc que j'ai pas mal traîné sur Magic. J'ai eu ma petite période d'addiction d'ouvrage de booster sur Magic. Ah Est-ce oui. que tu penses qu'aujourd'hui, euh, il y a un vrai développement à jouer autour de ça. Alors j'ai vu que Lorcana par exemple a beaucoup parlé. Justement, Altered aussi fait pas mal de choses. Après c'est peut-être mon feed parce que je te suis toi et d'autres personnes qui sont dessus, mais il y a Yu-Gi-Oh qui s'est vachement développé en France avec l'arrivée de Zulu. Est-ce que finalement les TCG actuellement sont pas dans aussi une expansion via l'influence? Et est-ce que c'est pas une niche sur laquelle beaucoup de gens pourraient se placer en se disant bah en fait j'aime bien ce que je fais. Est-ce que c'est pas aussi la rechute des jeux type Hearthstone qui est en train aujourd'hui de reprendre une place avec aller taper le carton et faire de ce genre de trucs. Ah, on les aime, le bout de carton, hein. Ah, Mais j'aime bien, j'aime bien. voilà, tu vois? Heu, le le monde du TCG, c'est quelque chose que je découvre aussi, d'une certaine manière. Alors je connais les TCG, j'aime beaucoup les TCG et cetera, mais j'ai pas forcément été dans un milieu TCG au point de faire du cast dans du TCG et cetera, ou de créer du contenu autour de ça, depuis des années. Tu vois? C'est un truc, vraiment qui est encore un peu nouveau pour moi et que donc je découvre les spécificités du milieu et ce genre de choses. Je pense que c'est un secteur qui, là, est porteur dans le sens où il y a eu beaucoup de nouveaux TCG qui sont lancés et avec succès. Altered, Lorcana,
tu les as cités. Il y avait Star Wars Ultimate aussi qui est un peu plus en difficulté, mais qui s'est lancé aussi. Donc, preuve que 3 TCG qui se lancent, Mm. c'est pas rien, tu vois. C'est qu'il y a potentiellement justement ce renouveau un peu du secteur, là où on commençait à être un petit peu sur la redescente, etc. De ce que j'ai compris en tout cas des personnes qui étaient dans ce milieu déjà avant tous ces arrivées-là. Donc on a un secteur qui est en train de revenir et je pense en fait que c'est un secteur qui a énormément de potentiel pour pouvoir faire des choses que nous on fait en stream, qu'on fait dans l'e-sport de manière totalement naturelle maintenant. J'en discutais par exemple avec Maxi Lorcana, maintenant Ok. Maxi TCG qui s'est renommé. C'est c'est une personne qui caste du Lorcana, qui maintenant caste du TCG de manière générale, qui a aussi sa petite boutique Atmos Arena, Réaumur Sébastopol à Paris, si jamais vous voulez passer. Et je suis allé le voir il n'y a pas longtemps. Je suis allé le voir, il m'a montré donc là la boutique, etc. Il m'a montré derrière, il y a la salle de jeu, etc. avec plein de tables et tout ça. Le truc est vraiment cool. Il avait un petit bar. Et il me parlait justement de dans cette salle, de se dire: «OK, ouais, il y a un carré pour le stream. Cette table, ce sera la table streamée, et potentiellement, on va essayer de faire en sorte que, on ait le matos pour que toutes les tables soient streamées, que les gens puissent repartir avec leurs petites, vidéos de la game ou ce genre de choses ou même streamer des événements et cetera». Et Mm. je pense que c'est ce truc-là qui va faire la diff. Parce que le TCG, ils sont pas du tout habitués à avoir des commentateurs, à avoir un desk, etc. Tu le vois sur Pokémon TCG depuis des années, mais c'est pas le truc qui s'est généralisé ou qui s'est démocratisé. C'est un truc que tu vois aussi chez Magic Ouais. et compagnie. Et je me dis, en fait, tu peux développer ça de manière beaucoup plus professionnelle, avec un desk, avec de l'analyse, avec du cast, etc. Il y a une limitation à ça. Il y a des gens qui peuvent se lancer là-dedans et justement qui se disent: «Bah tiens, je vais commenter du TCG parce que j'aime bien ça», et cetera. Il y a une limitation qui est propre à un jeu de cartes. C'est qu'un jeu de cartes, c'est moins captivant Ah oui, bien qu'un sûr. Call of Duty, un Overwatch ou C'est une un League of grosse Legends. niche. C'est une grosse niche et quand tu castes du Alter, je peux te dire que je suis beaucoup plus posé que quand je caste du Overwatch et c'est peut-être pas aussi intéressant. Tu vois? C'est un casque qui est beaucoup plus analytique, qui va être beaucoup plus sur de la core audience et qui va pas forcément aller chercher du grand public. Là où un Pokémon TCG ou un Magic peuvent le faire parce Oui. que c'est des licences qui sont connues universellement et que tout le monde a peut-être joué ou alors c'est un parent qui a joué et cetera, mais ils sont installés depuis longtemps. Là maintenant les nouveaux TCG, il y a ce potentiel de développer un peu cette activité de stream, mais il faut pas oublier qu'il y a quand même cette limitation d'être un jeu de cartes. Donc pas forcément le plus divertissant à l'écran, à avoir des centaines et des milliers de viewers, etc. Bien sûr. Mais c'est une niche sur laquelle les gens peuvent s'intégrer parce que moi, de ce que j'en vois là de ce temps, c'est moi j'ai découvert Altered il y a un peu plus d'un an de ça. J'ai kiffé le jeu, j'ai adoré. Je me suis dit putain, j'ai un vrai coup de cœur pour ce jeu et j'ai envie de, déjà de le playtest. Donc je playtest la telle depuis plus d'un an, etc. Parce que j'adore faire ce truc de je teste un truc et je fais des retours, etc. avec cette idée, ok, bah, dans un comportement utilisateur, etc. Tu vois, un peu cet aspect marketing Mm. et qui revient. Et je devrais faire ça. Je me suis dit, j'ai envie de créer du contenu là-dessus. J'ai envie de faire un petit truc, des 3 news. J'ai envie de commenter ce truc-là parce que je l'ai fait sur Overwatch. Je me dis, putain, j'ai envie de commenter le jeu. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que les gens, ils sont en mode, putain, c'est cool, le mec, il a envie de caster notre jeu. Bah, c'est Bah cool, oui, non, mais allez, c'est je vais exactement. écouter. C'est Tu vois. trop bien. Mais en fait, est-ce que finalement, tu vois, tu dis ça tout à l'heure, mais tu vois, le cast aussi, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire parce que bah, c'est vachement ouvert là, il y a de la place. Tu vois, les gens peuvent se lancer dedans s'ils kiffent. Ça demande quand même un peu de matos, quand même, on va pas se mentir. Tu vois, Oui. il te faut de quoi faire un peu du cast de qualité, ça demande un petit peu de matériel, mais tu vois, dans cette optique de faire les choses parce qu'on a envie de les faire, parce que ça nous fait kiffer, Mhm. je pense que c'est une des solutions. Moi, je commençais aussi à me poser des questions par rapport au sport. Je sais que Razorback, par exemple, commande du drift. Oui, Il tout à fait. adore le drift et il commande du drift. Et moi, je suis en mode, bah, c'est trop bien, mec. Genre, dinguerie de Ah ouais, fou. Moi, je suis en train de me poser faut que la j'apprenne. question, est-ce que j'irai pas taper aux portes des compétitions de powerlifting? Parce que j'ai fait ça pendant 2-3 ans avant d'avoir des problèmes de dos. J'adore le powerlifting, c'est totalement ma hype de sport de Golemont où juste tu portes du lourd et tu pousses du lourd et ça hype les gens et je trouve ça trop bien, tu vois. Et je me dis que j'ai Ouais. les moyens techniques de le faire aujourd'hui avec l'équipe que j'ai trop envie de tenter de faire ça. J'aimerais trop Oui. diffuser des compétitions comme ça. Et en fait, je pense que on a oublié un peu quand même dans tout ça
Parce que les stats, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous ont un peu cassé le cerveau. On a un peu oublié aussi de kiffer, tu vois. C'est De ça. juste kiffer. De kiffer ce qu'on fait. Parce qu'en fait, c'est aussi ça que permet le cast. C'est très con ce que je vais vous dire, mais le cast vous permet indirectement de gagner de l'argent sans faire de stats. Parce que bah, y a plein d'entreprises qui comprennent complètement que vous fassiez des facturations. Ouais. Euh, et genre, vous pouvez facturer une petite boutique, 50 balles, en mode, bah vas-y, je te fais une petite presta, on communique sur ton événement, on te fait un stream, et vous facturez pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Et vous ferez pas forcément des grosses stats, mais au moins vous aurez fait quelque chose, vous aurez rentré un peu d'argent, et ça va vous motiver. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de dire, bah voilà, on va faire les choses. Moi, je peux vous donner de très bons exemples de ça, de moments où on a facturé peanuts pour ensuite commencer à faire plus. L'événement qu'on a couvert le week-end dernier, l'année dernière, on l'a fait pour 250 balles avec le même nombre de personnes. On était 4 sur une journée. Déplacement inclus, on n'avait pas la bouffe gratuite, machin. Cette année, il y a tellement adoré ce qu'on a fait Rocket League et LoL, on a pris toute l'enveloppe qui avait été disponible au niveau de la prod, et on a pris la bouffe, en plus. Et il n'y avait aucun souci. Parce que, en fait, quand vous prouvez aux gens que vous bossez bien, en fait, au bout d'un moment, les gens sont en mode, ah ouais, putain, c'est vachement bien, en fait. C'est Oui. stylé, les joueurs sont contents, l'expérience est importante. C'est ça, en fait, qui est hyper bien. Et derrière ça, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Suri, vous allez pouvoir le valoriser facilement, en fait. Et une entreprise s'en fout que ce que vous avez fait, ça ait marché ou pas. Elle s'en fout. Elle s'en fout que vous ayez fait 3000 viewers. Alors, parce que si vous avez fait 3000 viewers et que vous êtes là devant eux, c'est bizarre. C'est un peu bizarre l'ambiance. Mais si vous avez fait des trucs qui sont bien, ils s'en foutent. Juste, ils se disent, ah ok, bon, c'est un gars qui fait des trucs, il a l'air de bien bosser, vous allez développer des compétences transverses. Et c'est vrai que, tu vois, tout à l'heure, on en parlait de ce truc de faire des choses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, et tu sais, dans ce fameux truc de cliquer, tu sais, dans Twitch, tu te rends compte qu'il y a des millions de personnes sur Twitch. Mais en fait, combien d'entre eux se lancent dans le truc en se disant, je veux être. Parce qu'aujourd'hui, faut être honnête, tu peux pas ne pas être entrepreneur sur le web. Au vu du Ouais. temps que ça te prend, au vu de l'investissement que tu dois y mettre, qu'est-ce que ça t'empêche En fait, comment tu peux te développer sans être un minimum entrepreneur? Dans le côté, il faut que j'aille chercher des sponsors, il faut que je trouve des marques, il faut que je trouve des trucs, il faut que je trouve des monteurs, il faut que je recrute des gens, il faut que je monte des émissions, il faut que je monte des concepts. Si tu veux vraiment que ça pète, t'es forcément dans une dynamique entrepreneuriale, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans, un peu avec le versant négatif que je dis toujours, c'est que pour moi, l'e-sport, c'est l'entrepreneuriat accessible en slip chez toi, mais il y a aussi l'inverse, où c'est l'impression d'entrepreneuriat accessible en slip chez toi. C'est ce truc où t'as l'impression que tu fais des trucs, mais en fait non. En tout cas, tu fais rien qui est valorisable. C'est ça. Et je pense qu'il y a un peu ce côté-là aussi qui est un peu négatif, le TCG notamment fera partie potentiellement de ces niches aujourd'hui sur lesquelles il y a des choses à faire, et je pense que c'est important. On va terminer tranquillement l'émission, mon cher Suri. Est-ce que tu as je suis encore trop loin de mon micro? Non, je sais pas. Oui. Oui, my bad. Mais je pense que c'est Discord en vrai, parce que sur le stream, ça a l'air d'aller. Est-ce que tu aurais un conseil aujourd'hui à donner aux gens qui travaillent dans l'e-sport? Si tu peux éviter de donner le même que les 3 personnes qui sont passées avant toi. Je ne te le dirai pas parce que ce serait trop marrant que tu dises la même chose. Moi, je dirais sécurisez-vous. C'est-à-dire, assurez-vous. Là, je reprends la game d'Age of Empire. Vous avez construit votre base. Vous créez une économie qui fonctionne bien. Et ensuite, vous allez faire la guerre. C'est-à-dire que, un peu à l'image de. Parfois, vous pouvez vous lancer. Tu vois, moi, je le dis, j'ai fait des trucs bénévoles. Et après, j'ai vu que, vu que j'étais en études, j'avais la possibilité de me lancer. J'ai eu cette chance de ne pas avoir à devoir travailler à côté en même temps pour pouvoir payer mes études. Et c'est une véritable chance que j'ai eue. Et j'ai pu utiliser ce temps-là pour faire ces activités-là. Et dans ma tête, je me suis dit, ok, donc finalement, cette situation, là, quand j'y repense, c'est j'avais une sécurité et j'ai pu aller faire la guerre. Tu vois. Et en fait, c'est toujours ça. C'est-à-dire que vous allez en plus être beaucoup plus serein dans votre manière d'approcher les choses. C'est C'est-à-dire clair. que il faut se dire que là, moi, je le vois, hein, je vois la différence et ma copine me l'a dit, me l'a fait remarquer, mes amis aussi, etc. C'est maintenant que j'ai mon taf en CDI, etc., que je suis bien dans mon taf, je suis installé dans mon taf, etc., j'aborde beaucoup plus sereinement les réseaux, j'aborde beaucoup plus sereinement la création de contenu, la mise en place de projets, etc. Et j'ai ma sécurité et je développe des trucs à côté. Alors, c'est pas toujours facile parce que il y a des moments où ça va être difficile d'avoir la sécurité, tu vas tenter un truc, etc. Mais dans sa tête, il faut toujours se dire, il faut que j'arrive à être secure à un moment donné, que j'arrive à payer mes factures à la fin du mois, à être bien aussi mentalement dans ma tête pour pouvoir faire ces choses-là. Parce que en plus de ça,
ça va permettre d'éviter tout ce côté santé mentale qu'on a Mm. évoqué et d'éviter cet effet anxiogène que peuvent provoquer les statistiques. Parce que comme ça, vous allez pouvoir vous dire: «Ah OK, moi j'ai bien envie quand même d'aller streamer un petit peu». Mais tu vois, imagine tu streams, tu commences, tu vois un viewer. Bon, tu te dis: «Ah il y a pas grand monde» et cetera. Mais bon, toi tu arrives, tu sais que, bah, tiens, c'était un soir, tu faisais ça en semaine, tu as ton taf le lendemain et cetera. Tu retournes au taf, mais tu faisais ça pour le kiff, tu vois? Pour te faire Ouais, c'est plaisir. ça. Et en fait, il faut toujours garder un peu cette mécanique-là parce que si tu as assuré ta sécurité avant, en fait, tu peux aborder les choses aussi comme elles sont. Parce que c'est de la passion. C'est quelque chose que tu as envie de faire, que tu as envie de faire pour le plaisir, parce que ça te fait du bien. C'est ça. Et il faut garder en fait cette mécanique parce que on est très vite, et c'est normal, tu vois? Même moi, je l'ai été, très vite se dire: «Je veux en faire un métier, je veux en vivre» et cetera et tout ça. Mais il y a aussi tout cet aspect de plaisir, de garder en fait cette niaque, cette motivation et pas se détruire la santé, mentale ou physique, pour ça, tu vois? Ouais, Il on est faut totalement d'accord. réussir Ouais. un peu à trouver cet équilibre qui est essentiel pour pouvoir, faire les choses bien. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et en plus, tu vois, dans cette notion, je trouve de sécuriser, il y a aussi ce que tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'appelés pour très peu d'élus. Ouais, On a vraiment cette impression, en plus, nous on l'a beaucoup vécu sur Rocket League parce que il y a une forte proximité entre les professionnels et les gens globalement de la communauté. Et en fait, ça crée une espèce de proximité un peu malsaine où t'as l'impression que t'as toujours la possibilité de réussir, alors qu'en fait, t'es tellement un parmi la masse. C'est tellement compliqué. Euh, je trouve que c'est un truc qui est vraiment hyper important à comprendre, c'est que l'e-sport, c'est avant tout un levier de compétences, avant d'être un levier de réussite professionnelle. Euh, et encore une fois, je le dis très franchement, les gars, il y a 80% de gens qui font un métier qu'ils aiment pas. Et l'e-sport, si vous pouvez en faire un petit peu de votre côté, en manageant une équipe, en coachant une équipe, en faisant du cast, en faisant un petit peu de prod, juste pour le kiff, en fait, c'est con, mais ça va tellement vous libérer l'esprit, ça va vous faire trop de bien mentalement, parce que, en fait, vous serez un truc le soir en rentrant chez vous que vous allez kiffer. c'est En fait, ça. vous allez faire un truc que vous allez kiffer en vous disant ah putain, c'est trop bien ce soir, je fais ça. Et en fait, sur le long terme, vous serez toujours gagnant. Si vous faites Ouais. des trucs sur le long terme, vous serez toujours gagnant. Parce qu'à un jour, vous allez vous dire ah putain, mon boulot me gonfle et tout. Vas-y, ça me saoule, j'aimerais bien aller vers un autre métier. Et en fait, là, vous allez dire putain, mais en fait, j'ai fait ça, je peux grave le valoriser, je peux grave m'en servir. Et ne croyez pas que c'est pas parce que vous êtes payé par contre que ce que vous faites n'est pas professionnel. Attention, ça c'est très important aussi. Vous pouvez faire des choses de très grande qualité en n'étant pas rémunéré et ça vous empêchera pas de le valoriser. Mais c'est tellement important de penser aussi à ça parce que votre santé mentale elle est super importante. Et tu vois, tout à l'heure tu disais que t'es pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, donc t'as pas, mais t'as pas dû travailler en parallèle de tes études. C'est ça. Mais en attendant, je pense que les gens qui travaillent en parallèle de leurs études et qui réussissent leurs études, ou même ceux qui ne réussissent pas, en fait, indirectement, démarrent la vie professionnelle avec une expérience que toi, potentiellement, tu n'avais pas. Et C'est ça. donc, ont une connaissance du monde de l'entreprise, une vision du monde de l'entreprise qui est déjà différente. Et en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, comme dirait l'autre, mais il n'y a que des situations sur lesquelles on doit, à un moment donné, être capable de voir le verre plutôt plein que vide et savoir capitaliser sur ce plutôt plein. Même s'il n'y a pas grand-chose. Il faut capitaliser dessus, il faut savoir en tirer du positif, parce que c'est comme ça qu'on peut avancer petit à petit. Et parfois, vous démarrerez plus loin que d'autres, et c'est pas grave. Et c'est pas grave parce que bah, ça sera plus dur, mais il faut pas lâcher le délire en fait. Donc il, faut, euh, il faut continuer de travailler et je pense que l'e-sport permet ça, de travailler sur des trucs qui vous font kiffer et de faire vivre un peu des trucs cool aux gens. Moi je sais qu'aujourd'hui dans le cast, le truc qui m'intéresse le plus, c'est faire vivre des expériences cool à mes équipes, faire en sorte que les joueurs kiffent, passent un bon moment, qu'on leur fasse des formats qui sont bien, qui passent un bel événement, qu'ils soient contents du cast et qu'ils aient pas l'impression que bah, globalement quand ils vont voir la rediff on se fait chier. Et ben quand j'ai ça, moi je suis content. Tu vois. Et si en plus de ça, la chance que j'ai aujourd'hui, et ce que je disais aussi, t'as peut-être vécu ça parce qu'on a quasiment le même âge, je pense, Suri, t'as quel âge? J'ai 28. Ouais, on a quasiment le même âge, j'en ai 3 de plus. Quand j'étais gamin, mon rêve c'était d'aller en LAN parce que je voyais des gars comme Zerator qui allaient en LAN. Je me disais putain, ça a l'air incroyable les LAN. Et aujourd'hui, moi la chance que j'ai, c'est que même si je suis pas un grand streamer ou un grand caster, je suis quand même payé pour y aller. Et je vais plus en LAN que certaines personnes aujourd'hui qui vivent de ça. Et moi, je suis trop heureux de ça. Je suis trop content parce que je me dis, bah, en fait, ok, j'en vis pas, mais je gagne un peu d'oseille et c'est trop cool. Et j'ai la chance de vivre ça. Et c'est un truc que je souhaite à tout le monde de pouvoir faire ça. Et Bah je oui, pense qu'aujourd'hui, en effet, dans l'e-sport, il y a des choses à faire, il y a plein de gens. Parce que, tu disais, il y a beaucoup d'appelés pour très peu d'élus, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent monter les escaliers. Au moins. Dire c'est faire ça. un peu plus que la moyenne vous fera déjà sortir du lot. Et je pense que rien que ça, c'est important. Et il faut pas avoir peur de faire des trucs parce que ça marchera pas. En fait, on s'en fout. Si vous pensez que c'est bien, faites-le. Et c'est hyper important. Mais, en effet, sécurisez-vous.
C'est ça. Et il faut se dire que mine de rien, derrière, ça se trouve ton hobby. Déjà, tu vas arriver, en plus, dans tes entretiens d'embauche, tu vas dire, ouais, j'ai un hobby, j'ai développé ça, etc. C'est Ça va ça. casser ta routine parce que tu te dis, putain, j'ai un truc pour lequel j'ai envie de me lever le matin parce que le soir, hop, c'est bon, je bosse à McDo la journée, mais le C'est soir, je suis ça. team manager et je kiffe faire ça, je kiffe ma life. Et tu vois, ça te fait du bien. Donc, c'est à la fois un hobby qui peut très bien aussi être valorisé dans l'entreprise, etc., parce que c'est le management de personnes, par exemple. Et c'est quelque chose où il faut oser, il faut essayer de faire des choses, etc., et de se libérer. Alors, tout ça, bien entendu, c'est des réflexions et je pense que tu seras d'accord avec moi, Prony, on a mis des années à avoir Oui, cette réflexion-là, ce recul-là, etc., que des personnes qui vont arriver dans le truc, et ils sont tout jeunes, etc., ils n'ont pas encore d'expérience, ils vont arriver, ils vont aller, ils vont foncer dedans. On a été exactement les mêmes au début. bien sûr. Et en fait, c'est justement maintenant ce recul. Et tu vois, par exemple, on parlait justement des tarifs, des aspects bénévoles, etc. Moi, je sais que, tu vois, par exemple, une petite asso, s'ils me demandent, s'ils me disent, tiens, genre la ville où j'habite, fait une LAN Overwatch, e-sport, et cetera. La folie. Heu, c'est ça, tu vois? Et je me dis: «Ah putain, c'est ma ville, c'est juste à côté». Bah oui. C'est une petite asso, où ils me disent: «Bah, ils sont tous bénévoles». On me dit ça, moi je suis en mode: «Les gars, moi je viens parce que j'ai envie de me faire C'est plaisir, ça. je vais commenter, je vais pas vous demander de la thune, vous êtes tous bénévoles, et cetera, je vais vous aider là-dessus». Alors je sais que pour le milieu, c'est pas bien, et cetera, mais dis Ouais, mais non, parce que c'est pas mais comparable. C'est pas mais tu vois, comparable. ouais, tu l'adaptes et tu te dis, c'est une petite C'est asso ça. bénévole, et cetera. Tu te dis: «Ah mais les gars, moi je viens pour le plaisir, je viens pour kiffer et tout, je vais vous faire la pub et tout ça et tout ça». Et il faut que ça reste aussi un peu cet aspect-là, tu vois? Un Bien peu de, sûr. à un moment donné, il faut que ça soit un truc où tu as envie de te faire plaisir, tu as envie d'être bien, et cetera, et c'est comme ça. Et en fait, c'est très con en plus ce que tu viens de dire parce que ce truc de dire, bah vas-y, je viens, les gars, je vais kiffer et tout. Alors je vais vous dire un truc de fou, hein. Mais faire ça, c'est aussi amener ton expertise dans un événement qui va bien se passer. Tu vas pouvoir accompagner l'événement et faire en sorte qu'il se passe bien. Et C'est ça. t'as 90% de chances que l'année prochaine il te rappelle et que l'année prochaine il te paye. C'est très con, mais ils vont se Ouais, dire ah ouais putain le mec bosse bien et tout. Et en fait ce truc là, il faut vraiment pas croire que le milieu est gangréné. Les gens sont très honnêtes dans le milieu de l'e-sport. Pour beaucoup, ils essayent. En fait, ils ont conscience et ils sont conscients qu'ils peuvent pas faire plus et ils s'en veulent de parfois pas pouvoir faire plus. Et dès qu'ils peuvent, ils font. Et c'est tellement un milieu, moi, qui me fait du bien par rapport à ça aussi, c'est que j'ai jamais l'impression que les gens veuillent te mettre. Enfin, j'ai rarement eu l'impression que des gens voulaient me mettre une douille. J'ai mmh, rarement eu l'impression que des gens voulaient me mettre une carotte. Il y a toujours une forme de remerciement quelque part. Et les peu de fois vraiment où j'étais très déçu, c'était avec des acteurs qui n'étaient pas dans le milieu de l'e-sport. Des acteurs qui venaient plutôt du marché de l'emploi classique. Et que j'étais un peu en mode ah, ça fait chier, tu vois. Ça me fait un peu mal, tu vois. Et en fait, quand c'était de l'e-sport, ça m'est arrivé évidemment, mais là c'était plus de l'interpersonnel. Ça a jamais été avec des entités ou des publics externes. Et en fait, j'ai toujours été très très bien accueilli. Ça a toujours été très cool. Et en fait, ouais, c'est toujours super bien de voir des choses comme ça. Tu vois, là, on m'avait proposé par exemple de faire un événement caritatif. Et de venir à un moment donné à un événement caritatif et tout. Moi, je dis, moi, je suis chaud de caster. Je viens et tout, pas de sous. On essaie de faire une prod. C'est un truc caritatif, on s'en fout, tu vois. Finalement, ça se fait pas parce qu'en fait, ils avaient pas besoin du tout de commentateurs. Donc voilà. Mais moi, par contre, tu vois, le fait de streamer, bah, on dit, ouais, mais streamer l'événement, j'ai dit, bah non, parce que chaque fois que j'ai fait du caritatif, j'ai été très déçu, tu vois. Parce que mmh. même si je m'attarde pas aux stats, bah, quand je fais du caritatif, bah, j'aimerais bien lever un peu plus que 20 balles en 48 heures, quoi. Tu Bah, vois. c'est ça. C'est exactement ça. En fait, j'ai juste l'impression que j'ai fait chier tout le monde et que j'ai perdu mon temps et que ça me plaît pas. Et tu vois, par exemple, une émission comme celle-là, au début, tu vois, je pense que si j'avais eu la mentalité que j'avais il y a 2-3 ans, j'aurais arrêté au bout de 2 émissions en me disant, ah, vas-y, ça fait 10 viewers, on s'en fout, c'est de la merde. Ça sert à rien. Et en fait, je suis en mode, bah, en fait, je m'en fous. Après, je le mets sur Spotify, je le mets sur YouTube. Et à un moment donné, ce sera aussi à moi potentiellement de le valoriser. Me dire, bah, en fait, les gars, tu vois, c'est con, mais je vais bosser avec France Travail bientôt sur un truc en lien avec France eSport. Bah en fait, si vous voulez, moi les gars, j'ai une playlist où j'ai accueilli des gens du milieu de l'e-sport qui parlent de leur parcours. Vous pouvez vous en servir comme contenu.
Et en fait, c'est des trucs comme ça qui se font, c'est de te dire, en fait, il faut que tu fasses un truc en ayant un objectif qui est très personnel. Est-ce que c'est en adéquation avec tes valeurs? Est-ce que ça suit un peu ce que tu veux? Et est-ce que ça va dans la suite de ce que tu as envie de faire? Moi, je veux transmettre l'e-sport par le travail et montrer que l'e-sport peut apporter des choses dans le monde de l'emploi et peut vous aider dans le monde de l'emploi. Bah, c'est pour ça que j'ai créé cette émission. Parce que c'est très bien qu'on mette les gens en avant qui bossent dans l'e-sport en mode, regardez, il a réussi, c'est un streamer ultra connu. Sauf qu'en fait, être streamer, c'est le pire métier dans l'e-sport parce que tu as une chance sur 10 000. Par contre, il y a plein d'autres métiers qui existent qui sont accessibles par du chemin classique, entre guillemets, parce que tu as fait une école de marketing, parce que tu as fait du data analyst, parce que tu as, bah là par exemple, la semaine prochaine, on va recevoir une référise, donc une arbitre, pardon. Putain, j'ai dit le nom en anglais, j'ai envie de me mettre une patate. C'est une dinguerie. On va recevoir une arbitre, justement, qui bosse chez Riot, qui bosse dans l'e-sport à côté, etc. En fait, ça va être super intéressant, parce que c'est un métier qu'on ne connaît pas. C'est un métier qui existe et qu'on ne connaît pas. Je vais essayer. J'avais reçu du coup Cudder, du coup lui qui était vraiment commentateur, mais journaliste aussi à côté, qui avait vraiment un petit peu tous ces parcours-là, qui finalement sont des gens qui valorisent l'e-sport même dans les milieux plus classiques et qui font du bien dans l'environnement et dans le milieu. Et je pense que c'est important de continuer de travailler et de faire des choses en ayant des objectifs perso et pas en étant dans une optique de je veux vivre de ce que je fais, mais plutôt je veux progresser avec ce que je fais. Je pense que c'est ça qui est vraiment important. Et c'est comme ça que tu atteins des objectifs personnels et que tu as le plus de chances finalement de finir par travailler dans l'e-sport en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que il y a un truc qu'il faut se dire aussi, c'est que il y a beaucoup de gens, maintenant dans la Gen Z, les fameux termes, etc. à la con, mais la plupart des jeunes, parfois, ils se disent, bah, je sais pas qu'est-ce que j'ai envie de faire. Oui. Aucune idée, qu'est-ce que je veux faire plus tard, etc. et tout ça. Mais si je reviens 8 ans en arrière et qu'on me dit tu vas devenir e-sport activation specialist et influence manager pour Team Vitality, et un castel de Overwatch et des bouts de carton, etc. Je leur dis mais Vous êtes fous. vous parlez un autre langage J'ai arrêté what- l'anglais en CE2 moi, donc C'est j'ai ça, pas compris ce que vous dites. Je ne comprends exactement, quoi. pas. Et tu vois, c'est des trucs, à aucun moment donné, à aucun moment, C'est ça. je me serais dit, je vais arriver là. Parfois, c'est pas clair du tout, mais vous allez faire un petit truc parce que sur le moment, vous avez envie de le faire. Vous allez faire, ah tiens, ça va ouvrir un autre truc, etc. Et ensuite, vous allez voguer au travers des différentes choses parce que la vie, c'est ça, c'est que de l'adaptation. Votre corps humain, c'est que de l'adaptation. La vie, c'est que de l'adaptation. Et c'est tout le temps ça. Et de se dire, c'est peut-être pas tracé là dès maintenant. Alors, il y a pour des gens, ça va être très vite Oui. vu, pas de problème. Mais c'est très souvent pas tracé et c'est juste au gré des expériences, vous allez arriver vers un truc et de préférence, vous essayez d'avoir des expériences que vous avez envie de faire. Et comme ça vous voir un truc vous allez avoir envie de le faire et ainsi de suite, pour suivre finalement à un moment donné où vous êtes bien par rapport à ce que vous vouliez faire. Tu viens de souligner un truc qui est, en fait, je viens de comprendre, et c'est ça que en fait, je cherchais comme représentation. J'ai toujours vu les carrières professionnelles comme, vous avez votre bateau, c'est votre carrière, et les îles sont les entreprises dans lesquelles vous allez aller. Il y a beaucoup de gens qui voient plutôt leur carrière comme une île, et dans laquelle ils vont, et ils restent. Et ils partent que si vraiment l'île, elle coule. Et moi, je suis en mode, bah non, votre carrière, c'est votre bateau. C'est à vous de le diriger. Mais pourquoi je vois ça comme ça? Parce que l'e-sport m'a appris à repérer les opportunités, à sentir un petit peu le vent du marché, à essayer de comprendre comment ça marche, à me questionner sur mes envies et mes besoins personnels, qui sont des choses qu'on ne te met pas en place dans le marché de l'emploi classique, au début en tout cas. Tu te questionnes bien plus tard. Et c'est ce qui fait, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a des gens, c'est tout tracé. Ils vont aller dans un poste, ils vont y rester 40 ans. C'est ça. Parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de se questionner sur l'avenir, ils n'ont jamais pris le temps de se questionner sur quelles étaient les autres possibilités et les autres choses qu'ils pouvaient faire. Parce qu'ils sont rentrés dans une zone de confort. L'e-sport vous sort littéralement de votre zone de confort. Vous n'avez aucune zone de confort au début quand vous arrivez dans l'e-sport, sauf si vous êtes zen. Là, vous avez une zone de confort exceptionnelle puisque vous êtes le GOAT. Si vous n'êtes pas zen et que vous n'êtes pas joueur professionnel, vous n'avez pas de zone de confort. Et donc, vous allez aller de projet en projet. Ce sera à vous de vous rapprocher des personnes, de comprendre ce qu'elles font, de vous questionner sur quelle est votre plus-value dans un projet plutôt qu'un autre. Qu'est-ce qui va le plus vous rapporter à vous en termes de valeur personnelle et qui est le plus en adéquation avec votre volonté de vous investir. C'est quelque chose qu'une fois que vous avez débloqué ça dans votre cerveau, dans le monde du travail, c'est exceptionnel le pouvoir que vous allez débloquer. Parce que les gens vont vous... Et c'est ce qu'on disait il y a 10 ans, c'est des gens qui sont instables, mais c'est pas vrai. C'est des gens qui ont décidé que, en effet, leur carrière, c'était le bateau et pas l'île. Ouais. Que c'était à eux de driver où est-ce qu'ils voulaient aller, et que l'e-sport vous force à ça, parce qu'en fait, dans l'e-sport, vous allez dans un projet, et au bout d'un moment, vous allez dire, en fait, c'est pas moi qui gère le projet, là, ça pue un peu. Moi, j'ai plutôt envie de faire ça. Donc, faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas, parce qu'en fait, si tu vas pas voir ce qui se passe là-bas, t'es mort.
ça. Dans le monde du travail, on va te dire, oh bon, bah, c'est pas grave, reste là. Et en fait, tu vas mourir dans 40 ans. Parce que tu vas pas prendre de plaisir dans ce que tu fais. Dans l'e-sport, c'est juste, tu vas pas prendre de plaisir, donc tu vas être moins bon, donc on va te virer. Ou tu vas plutôt avoir envie de partir, parce que comme t'es pas payé, tu vas dire, bah, au pire, pourquoi je me prends la tête? Et l'e-sport permet ce truc-là de, ah tiens, il faut que je me projette, il faut que je me dise, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Et je pense que c'est ça, en fait, que permet l'e-sport, cette adaptabilité qu'on ne retrouve pas dans un monde du travail classique, parce que, bah, une fois, je l'ai eu en début d'année, j'ai eu un contrat de travail qui m'a permis de bien gagner ma vie. Bah, j'ai failli me dire, vas-y, j'arrête l'e-sport, parce que ça me prend la tête, ça me fatigue. Et en fait, je me suis dit, mais là, si je fais ça, là, je suis mort. Qu'est-ce qui Parce te que reste? là, je suis dans la zone de confort, là, à ce moment-là. Je suis dans Ouais. le truc où, eh, tranquille, les frères, on est bien. Ouais, mais non, parce que si je fais ça, je perds toute ma posture que m'a amené l'e-sport de me questionner, de me projeter, de réfléchir, de remettre en question, de vouloir progresser. Et c'est ça que l'e-sport m'a amené. C'est cette instabilité, finalement, qui devient une force sur le long terme. Et je pense que c'est ça, en fait, le point fort de l'e-sport, c'est qu'elle vous force à l'instabilité et à être sur vos appuis en permanence. Et ça, en plus, c'est un truc, tu fais bien de le mentionner, c'est moi, encore aujourd'hui et pas enfin, assez récemment, hein, je me pose toujours la question de, putain, là vraiment j'ai beaucoup de trucs à côté, mais qu'est-ce qui se passe si j'arrête tout ça? Tu vois? Ouais. Et je me dis, je m'imagine et cetera. Alors oui, il y a la vie classique où, tu as ton travail, tu rentres le soir et cetera, basta cosy, tu vois? Tu te dis, il y a des gens qui aiment bien ce style de vie. Mais moi, est-ce que je me sentirais bien dans ce cas-là? Est-ce Ouais. que j'ai pas justement, finalement besoin de faire tous ces projets à droite, à gauche et cetera et que l'e-sport m'a apporté et finalement m'a habitué à être dans ce truc-là? Une euphorie Heu, permanente, un peu du travail, un peu. Quand t'es pas c'est ça. noyé, est-ce que t'as un peu cette sensation où des fois, quand t'es pas sous l'eau, ou que t'as pas l'impression que t'es surchargé, ou t'as l'impression que t'es au ralenti et que t'avances pas? Ah mais oui, totalement. Bah, Moi, mec, j'ai la même chose que toi, et en fait, passer, c'est une un addiction après-midi, à être dedans, c'est quoi. ça, à être dans le jus, à faire des trucs et parce que, tu vois, un après-midi où je vais, tu sais, ne rien faire et cetera, c'est difficile mentalement parce que dans ma tête, je me dis: «Putain, mais il faudrait que je fasse un truc, Comment putain, ça mais se fait que je faire». je fais rien là? C'est Tu ça vois? exactement, tu En vois? fait, si tu fais ton après-midi à rien faire, tu sais qu'à 23h, t'as des trucs à faire jusqu'à 4h du matin, et que tu t'es dit, oh, je me prends une après-midi off, tranquille, je vais travailler cette nuit Hop, en détente, tu vois? C'est ça, c'est ça. c'est un peu ça aussi que m'a amené l'e-sport. C'est ce truc de, en fait, t'as tout le temps des trucs à faire, t'as tout le temps Et oui. du travail à produire, et en fait, à un moment donné, tu te dis, en vrai, j'ai besoin à un moment donné, j'ai envie de décompresser, et ça t'a rappelé le truc de, en fait, mes horaires de travail, c'est pas 9h-17h. Ça marche pas comme ça. C'est ça et puis tu vois quand on parlait de la sécurité tout à l'heure et cetera, de la sécurité d'avoir quelque chose, là maintenant moi ce que j'ai appris à faire là ces 2 dernières années depuis que je suis chez Vitality, c'est aussi, bah, me prendre mon temps off, me prendre, ce repos. Mais, dans ma tête, c'est beaucoup plus facile de le prendre parce que je sais que j'ai des projets et Oui. cetera, mais, que j'ai aussi, bah, mon taf et à la fin du mois, je suis payé et cetera et en fait, j'arrive plus facilement à shift, tu vois? À me dire: OK, ce temps-là, je peux vraiment me reposer parce qu'il y a besoin de repos quoi qu'il Pour ta arrive. santé mentale et tout, c'est hyper important. C'est ça, tu vois? Et je sais que, bah, naturellement, en fait, c'est un truc aussi qui va revenir, tu vois? Je vais penser à une idée, je vais penser à un projet, tiens, je vais penser à ce truc-là, mais je me le note, tu vois? Je me le note sur le côté, ça reste derrière, mais je me dis: «Bah, tiens, la semaine de vacances là que je peux passer avec ma copine, je peux y aller et je vais penser à des projets et cetera», parce que c'est aussi un hobby mais je vais être beaucoup plus serein dans ma manière de faire. Et pour revenir un peu sur l'image des îles et du bateau, c'est littéralement ça. Et en fait, l'image du bateau qui va sur une île, une seule, et après il est mort, ça, c'est la génération, alors peut-être pas de nos parents parce que ça a commencé déjà, avec nos parents, mais la C'est génération de nos ça, grands-parents où tu vas dans une entreprise, tu fais 50 ans de carrière, tu prends ta retraite, basta cosy, tu vois? Et c'est cetera. ça. Mais maintenant, aujourd'hui, et c'est pour ça C'est plus le aussi que, cas. les grandes entreprises sont en mode: «Eh, on a du mal à recruter», ce genre de choses. C'est aussi parce que il faut comprendre que la nouvelle génération, c'est on change de projet, on s'adapte en permanence et on n'a pas de problème à se dire: «Je vais faire 2 ans ici, tiens, soit je me sens mal, soit j'ai envie de voir autre chose, bim, je vais faire 2 ans là-bas, je vais faire 2 ans ici, je vais faire ce truc-là, je vais faire ce truc-là» et cetera, et d'aller à droite à gauche. Et finalement, c'est l'e-sport est comme ça aujourd'hui, mais le monde du travail aussi C'est devient comme ça. ça, tu vois? Je pense que l'e-sport est une très bonne porte de préparation, parce que l'éducation, par exemple, ne t'apprend pas ça. Tu prends un peu la Autant. réalité foudroyante quand tu arrives dans le monde du travail, mais en fait, comme l'e-sport est accessible super tôt, ça permet un petit peu de faire ça, et je suis totalement d'accord avec toi sur ce truc-là. Et tu vois, moi récemment, pour être un peu plus personnel, je suis allé voir un psy, parce que j'ai eu des phases de down un peu mental où j'étais en mode, tiens, c'est bizarre, pourquoi je me sens comme ça alors que ça va bien, tu vois.
Et en fait, il m'a dit, vous faites trop de trucs. Et en fait, parce que j'ai compris que j'avais ce besoin de me challenger en permanence, que j'étais tout le temps dans ce truc de si je suis pas performant, il y a un problème. Il faut que je sois dans la recherche de performance. Et en fait, de ça, j'ai appris à me dire, en fait, si je veux rester dans cette recherche de performance, je dois apprendre à prendre des temps Eh oui. off, à me reposer. Et parce qu'en fait, en faisant ça, mais à l'inverse, il y a des gens qui ne comprennent pas comment parfois, bah tu vois, là, on va finir l'émission. Ce soir, je dois bosser pour mon taf de salarié. Je vais bosser jusqu'à 2h du matin. Mais parce que cet après-midi, n'étant pas productif, j'ai préféré me prendre un temps off, dire ok, là j'arrive pas à me mettre dedans, tranquille, mais ce soir, charbon. Tu vois, Voilà. ce soir, charbon, là t'as plus le choix. Donc ce soir tu bosses, t'as pris ton temps off, tu t'es reposé, ça t'a fait du bien, maintenant ce soir tu vas taffer. Parce que c'est comme ça que ça marche. Et bon, après, c'est pas le cas pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette liberté-là dans le travail, et vraiment je vous souhaite d'avoir cette liberté d'horaire, juste de dire, bah faut que tu livres pour lundi, donc faut que tu délivres lundi, donc peu importe comment tu bosses, mais faut que tu délivres. Ça, pour moi, ça a été une libération, et surtout quand à côté tu travailles dans l'e-sport, ça te permet vraiment d'avoir cette flexibilité de, bah là, j'arrive pas à être productif sur mon taf, il faut que je bosse sur ça, donc je vais y bosser maintenant, parce que je suis dedans. Mais et ça, c'est un truc, ouais. Et tu vois, ce truc-là, un peu de mixité, de tout le temps bouger, de tout le temps faire des trucs, bah en fait, ça m'a aussi appris, et je me suis rendu compte même dans mon entourage, bah, en fait, ça incite les gens aussi à devenir comme ça. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que toi, t'es productif tout le temps, que tu fais tout le temps des trucs, que t'es vachement content de faire ça et que t'es vachement heureux de le vivre, et que t'en parles et t'es heureux d'être ce que t'es. Et il y a des gens qui sont dynamisés avec toi, qui disent ah putain, mais en fait, ça a l'air vachement bien ce qu'il fait. Est-ce que moi, je me lancerais pas là-dedans? Est-ce que je me questionnerais pas sur ça? Et je trouve ça hyper cool, tu vois, l'influence positive que ça peut avoir, parce que juste toi, t'es heureux de faire des trucs, tu vis ta vie, elle est bien, et je trouve ça extraordinaire, et je trouve que l'e-sport, moi c'est un peu ma phrase habituelle maintenant, mais c'est que c'est pas l'important dans l'e-sport, c'est pas la compétition, mais les gens avec qui on le partage. Je pense que l'e-sport permet le partage justement, et ce truc-là, et c'est trop bien, parce que vous allez gagner de l'expérience, du relationnel humain, de la valorisation personnelle. Vous allez gagner énormément de confiance en vous, parce que c'est un milieu dans lequel, en fait, les gens sont hyper généreux. Vous pouvez faire un truc qui est très moyen pour vous, et les gens vont trouver ça extraordinaire, parce qu'ils ont jamais vu ça de leur vie. Et je trouve ça super. Et moi, quand je vois le week-end dernier, ONU, qui bosse avec moi en Caster Rocket League, qu'il y a sa mère qui vient avec son grand-père, et qui sont super contents, qui lui envoient un petit SMS après, pour lui dire qu'ils sont fiers de lui, bah je suis content, tu vois, de me dire que j'arrive à lui filer du boulot, que lui, il est content de montrer ça aux gens qui l'entourent, et ça me fait plaisir, tu vois. Et je me dis que c'est ça, en fait, qui est important. C'est que, finalement, ça marque les gens, et que c'est positif, tu vois. Bah, c'est ça. Et pour le coup, tu vois, il y a un truc, par exemple, hier, moi, pas plus tard qu'hier, j'arrive, littéralement, je fais l'annonce, bah, que je vais à Stockholm, et cetera, pour le CAS français, que le projet, il arrive à aboutir. Je fais l'annonce à 19h30. À 20h, j'ai un resto avec ma mère et mon frère pour l'anniversaire de ma mère. Tu vois. Et j'arrive, bon, bah, on fait le tour des news, etc. Je leur dis, enfin, ma mère qui me demande, t'as encore des déplacements, toi, à la fin de On la fait le journée? tour des news, les repas en famille. C'est Ah le ouais, récap de le stream. Son daron, c'est Maxildan. mais c'est ça, c'est la chronique de chacun. En mode, C'est le tour des alors, news. Non, mais ouais. et est-ce que tu as encore, tu vois, des déplacements là d'ici à la fin de l'année? Et là, je dis, bah ouais, j'en ai un, je vais à Stockholm, etc. Et ils me disent, bah pour ton taf? Et non, pour mes projets perso. Ouais, j'ai mené ce projet-là, etc. Et comme ça, je vais à Stockholm pour casser du Overwatch. Mon Trop, frère trop il me bien. regarde, pardon. Tu vois, et tu sais, il comprend pas. Et tu te dis, ah oui, d'accord. Donc effectivement, c'est quelque chose de pas mal. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que bah, tout ce que tu as pu faire avec l'e-sport, etc., bah, potentiellement, ça peut te mener à aller à C'est ça. Stockholm, au bout de l'Europe, pour aller gueuler dans un micro, parce que un jour, tu t'es levé, tu t'es dit, vas-y, je vais faire des projets. C'est ça. Moi, un truc qui m'a beaucoup marqué, je m'en souviens, et on clôturera sur ça, mais j'ai eu la chance de rencontrer Link, complètement hors e-sport. En fait, il est pote avec un pote à moi qui passait sur l'île et tout, et comme il est du coin, voilà. Et en fait, j'ai eu cette relation très particulière où, tu sais, c'est un influenceur, c'est un gros influenceur. Et toi, quand t'es dans le milieu, t'as un peu ce truc de, ah, en vrai, j'ai pas envie de passer pour un viewer et tout. Et C'est en ça. fait, quand tu bosses vraiment dans l'e-sport, et en fait, mon pote m'a vraiment vendu comme un chef de projet. Il dit, c'est un mec qui organise des LAN, qui fait des événements, machin. Et du coup, le gars m'a pas vu comme un mec qui fait du stream, tu vois, un pélo pas connu, random. Il y avait vraiment une forme de respect, tu vois. Et j'étais en mode, putain, ça fait du bien, quoi, tu vois, de te dire, Ouais, putain, merde, peut-être je fais 5 viewers, mais ça fait plaisir, tu vois. bah, c'est ça, tu vois. Ça fait vraiment du bien. Et c'est vrai que ce truc-là, même quand tu vois des gamins, ouais, là, il y a un gosse que j'ai croisé l'autre fois qui m'a dit, on était en LAN et tout, et à la fin, il fait, oh, franchement, trop bien ce que vous avez fait et tout. Il fait, moi, j'aimerais bien devenir commentateur comme vous et tout.
Et je suis en mode, bah, essaye de pas le devenir comme moi parce que ça brasse pas de ouf, mon frère. Mais essaye de devenir comme d'autres. Mais vas-y, fonce, tu vois. Vas-y, tu vois, fais des trucs. Et je suis en mode, mais putain, mais ça, c'est trop bien, tu vois. C'est tellement cool d'avoir un impact comme ça où tu dynamises. Et c'est trop bien, tu vois. Je suis vraiment trop content de passer de l'émotion comme ça aux gens. Je trouve ça exceptionnel. Et quand tu bosses avec des gens qui sont tout le monde est content, que les clients sont contents, quand on a fait un truc dans un boulanger, même il y a une petite vieille, et ça, moi c'est trop marrant, mais on avait organisé une compète dans un magasin, et la petite vieille de 60 ans, elle passe devant, et elle fait « Oh, mais qu'est-ce que c'est ?» Elle dit « Ah, c'est Rocket League !» Et elle va voir son petit-fils qui est dans le magasin, elle fait « Oh, mais c'est du Rocket League, je sais, machin !» Et je t'en mode « Mais putain, mais c'est trop ça, en fait. C'est ça ma vie, c'est ça que je veux faire, en fait. Je veux véhiculer un truc comme ça aux gens, je veux leur faire passer un truc hyper cool, qui passe un bête de moment, et quand tu finis ta journée de cast, que t'as les agents de sécu, t'as tout le personnel qui est en train de regarder le tournoi et de se hype alors qu'ils connaissent rien au jeu, juste parce que c'est stylé, mais t'es en mode mais vas-y, mais c'est trop ça en fait, c'est trop ça qu'on veut faire en fait, c'est ça qu'on veut transmettre aux gens, et c'est ça l'e-sport en fait, c'est de transmettre des choses aux gens, des émotions et de participer à ça, et ça je trouve ça trop bien de pouvoir y participer, et à n'importe quel niveau de l'e-sport vous pouvez le faire, et je trouve ça trop cool parce que c'est vraiment pas un truc dégradant quoi, c'est hyper bien, c'est hyper positif personnellement, et vraiment je souhaite à tout le monde de pouvoir en faire un petit peu quand même de son côté et d'être un petit peu acteur de ce milieu, parce que c'est vraiment, moi c'est un truc qui m'a fait énormément de bien. Bon là par contre, j'ai demandé à ce que les gens ils prennent cette VOD, ils la foutent sur une VHS ou je sais pas, ou un truc comme ça, et que dans 60 ans, à la maison de retraite de Palavas-les-Flots, le Prony là qui est dans son fauteuil roulant, il prend le micro et est là en mode caster du Rocket League pour toute la maison de retraite. Tu sais que ça va être exceptionnel. Les maisons de retraite où ça va se taper en PVP sur WoW à l'ancienne, ça va être exceptionnel. T'auras des commentateurs. Level numéro 2592. Tu sais, quand t'auras les compétitions. Moi j'ai commandé du Silver Geek, frère. Mais oui. Mais trop bien, mais trop my dream. En fait, j'avais vu ça dans le Grand Est, je dis, mais moi je veux faire ça. Je vais voir leur gars, je fais, moi je veux commenter ça. Et un jour, 3 semaines après, je reviens. Et il me fait, on a une compète Silver Geek dans 20 minutes. J'ai fait, c'est bon, j'arrive. Je finis la game de LoL, j'arrive. Et vraiment, c'était trop bien. Et j'étais en mode, mais en fait, c'est trop ça, en fait. C'est vraiment ce truc de partager un moment avec les gens, de leur faire vivre des émotions. C'est trop ça, en fait, le cast et l'e-sport. Et c'est vraiment pour ça que je le fais. Et moi, j'adore ça. C'est pour ça que je veux continuer à faire des projets. Quand j'organise des LAN qui me coûtent de la thune, mais que les joueurs à la fin sont en mode, mec, c'était trop bien, on a passé un bête de moment, que j'ai fait venir une influenceuse qui avait jamais fait un desk de sa vie, qui est vraiment juste venue pour kiffer, et qu'elle était en mode, c'est incroyable, c'est trop bien et tout. Et que mes équipes sont en mode, mec, on a fait un boulot de fou. Je dis, bah vas-y, frère, c'est bon pour moi, frère. Moi, c'est bon, on a fait combien? 2 subs. Ah, foot, frère. Moi, je vais manger la passion. Mais ça me va, tu vois, parce que bah, derrière, je suis en mode, ok, sur ça, je dois capitaliser. Et en fait, tu reviens après à la réalité, où tu dis, si tu veux te permettre de faire des trucs de pur kiff, où t'es dans du pur plaisir, bah, il faut que derrière, t'acceptes, bah, faut aller faire des prestats, faut aller chercher un peu de thunes, faut essayer de faire entrer du détal. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir te faire plaisir et garder, tu vois, ce rapport au fun. Et ce rapport au fun, tu le gardes parce que t'as une sécurité, tu vois. Voilà, merci à tous, bonne soirée. Merci à toi, Suri. Merci beaucoup d'être venu. Je suis très content d'avoir pu échanger avec toi. En fait, c'est hyper intéressant parce qu'on a vraiment un point de vue très proche. Et, pardon, excuse-moi. On a un point de vue qui est. Attends, il y a vraiment un monde depuis le début. Non, tu m'entends sur le bon micro, on sait jamais. Non, mais tu sais, des fois que toi tu m'entendais sur le micro webcam, tu sais, mais en vrai, je suis très content parce que du coup, on a un parcours alors très peu similaire, mais une même vision un peu du travail dans l'e-sport et des choses comme ça. Donc je trouve ça hyper cool et je suis très content d'avoir pu échanger avec toi. Je vais faire chier les 4, mais si tu devais rajouter un petit élément dans notre décor d'intro et de fin qu'on pourrait modéliser en 3D. Qu'est-ce que tu aimerais faire apparaître? Alors on a une petite Pokéball, je vais vous le rafficher sur le stream. Vous avez une Pokéball, vous avez une balle de Rocket League, vous avez un Deagle de Counter-Strike qui nous avait été ajouté par Cudder. On devait ajouter les modes BDS, bon c'est compliqué à modéliser en 3D, mais voilà, qu'est-ce que toi tu aimerais intégrer un petit peu dans ce décor? On peut mettre un petit marteau de Reinhardt. Ok. Personnage de Reinhardt. Je pense que ça peut être intéressant. De Overwatch. Ok, on va essayer d'ajouter ça. Super, bah merci beaucoup Suri, merci à tous d'avoir suivi ce stream, j'espère que vous avez passé un moment, je suis très content du retour de cette émission, je vais essayer de la maintenir là pendant plus de 3 semaines d'affilée, on va faire ce qu'on peut. De quoi? Je te perds encore, j'entends... Ah ouais? Alors, merci. C'est trop bizarre. Bah non, moi sur le stream tout va bien, hein. Mais c'est Discord je pense, hein, vraiment. Toi tout à l'heure c'était ton micro qui marchait pas, moi maintenant il saccade, exceptionnel. C'est pas genre la détection audio ou un truc comme ça? Ah c'est peut-être ma détection en effet. Genre peut-être Attends, je vais aller voir ça.
Je vais aller voir ça, mais je pense que non, parce que je l'ai pas changé en fait. Je l'ai pas du tout changé, donc activons. Bah non, non, ça va. Hein. Non, c'est bon, tout va bien de mon côté. Non, mais c'est Discord qui est cursed. Full Eh bah, cursed, donc pas de décidément, ce soucis. soir. Merci aux gens qui ont suivi la chaîne, merci aux jeux qu'on follow, sub, etc. On se retrouve la semaine prochaine avec justement une arbitre Riot qui est aussi manageuse chez Mouse eSport. Donc ça va être un truc super intéressant. Je suis content de enfin pouvoir recevoir une femme du domaine. Et d'ailleurs, j'ai eu un petit message tout à l'heure, je sais pas si tu l'as vu sur Twitter, mais de Varisien. Du coup, qui bosse dans l'e-sport intelligence. Je vais lui envoyer un petit DM parce que c'est vrai que c'est le genre de profil que j'aimerais bien avoir. Je cherchais justement des personnes qui bossaient dans l'analyse de data au niveau e-sportif et il travaille visiblement avec des teams e-sport, donc ça m'intéresse pas mal. Merci à toi d'avoir suivi ce stream, merci à toi Suri. Kiffez bien, c'est bien, e-sportez-vous bien. N'oubliez pas que dans l'e-sport, l'important c'est pas la compétition, c'est avec qui on le partage. Bisous à tous. Salut.